commencer, me semble-t-il. Alors, en introduction, que pourrions-nous dire? Finalement, on continue sur notre lancée, puisque au mois de novembre, nous avions reçu ici même Claude Agege qui nous avait expliqué que la langue guide et même structure la pensée, qu'il est donc important de continuer à imposer notre langue. Dans le cadre de la semaine de la francophonie, nous allons donc évoquer ce désir de français dans le monde. Le ministère de la Culture a voulu cette année mettre en lumière l'attrait exercé par la langue française, car si les langues du monde n'ont cessé de se céder des mots, c'est aux Français qu'elles ont le plus emprunté. D'ailleurs, j'ai été assez surprise de voir que le ministère de la Culture avait repris dans le bas de sa présentation le terme de désir de français, terme que nous avions retenu pour le titre de cette conférence et qui est au passage le titre d'un livre d'Axel Mauger qui a été publié en 2009, n'est-ce pas? Donc finalement, c'est un terme qui se véhicule bien. Nous sommes donc ravis d'accueillir Axel Mauger pour développer ce sujet. Vous êtes essayiste, universitaire, reconnu par l'Académie française, mais vous avez surtout la passion du français. Alors, en discutant ensemble, j'ai pu constater qu'Axel Mauger avait préparé une introduction qui était plus particulièrement destinée à André Santini, qui est absent ce soir et qui vous prie de l'excuser. Je pense que cette introduction, nous allons l'écouter ensemble et puis qu'effectivement, nous développerons le désir de français ensuite. Merci. Merci beaucoup, Madame Vessière. Alors, j'avais évidemment préparé un petit mot, comme parfois le ministre est ici, un petit mot à l'endroit de Monsieur Santini. Alors, Monsieur le ministre, comme Monsieur le ministre André Santini n'aime pas les flatteurs, voire page 80 de son livre Le Santini, j'ai décidé de faire acte de flagornerie, ou plus précisément de franchise, car c'est la qualité qu'il préfère chez un homme, pas chez une femme, remarquez-le. Et ce, pour lui dire que j'aimerais lui porter un coup de botte, exercice, dit-il lui-même toujours dans son livre, de salubrité républicaine, mais que je n'ose à grand regret pas faire, car il est ceinture noire, toujours dans le livre, première dan de karaté, je ne suis qu'escrimeur. Et comme j'ai bien mis le pied en avant, je n'ai pas dit dans le plat, pour mieux parer sa réaction, je peux à présent ajouter, sans être pris pour un sycophante, que j'aimerais qu'il devienne ministre des Finances. Ce ne serait pas tristouné. Ministre des Finances du gouvernement de son choix, car avec lui, l'État se désentêterait très vite. N'a-t-il pas réussi son magnifique pari à Issy-les-Moulineaux? Au lieu de Cazeneuve, Hollande aurait dû offrir le poste à Caz-Santini. Bravo à M. Santini, un artiste équilibré, un roi de la finance et de l'esprit. Merci de m'accueillir sur vos terres si bien cultivées. Voilà la petite adresse à M. Santini. Il aime bien les petites, comme ça, les échanges qui ne sont pas forcément vertueux. Alors, Monsieur le ministre André Santini, Madame Martine Vessière, maire adjoint déléguée aux relations internationales et aux entretiens d'ici, chers amis, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Alors, j'ai le très grand plaisir ce soir d'évoquer devant vous cette question du désir du français dans le monde qui, à la fois, intéresse énormément de gens, beaucoup plus qu'on ne le croit, et en même temps inquiète un petit peu certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire que le désir de français dans le monde, à une époque où, bien entendu, l'espace américain est considérable, où les espaces des pays émergents sont aussi extrêmement importants. Donc, il y a là des tas de questions qui se posent. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'hier, si vous aviez ouvert le Figaro, ils annonçaient dans le Figaro d'hier, tenez-vous bien, alors là c'est quand même assez étonnant, près d'1 milliard de francophones dans le monde en 2060. Alors c'est le titre du Figaro avec en plus 2-3 pages de supplément
Donc c'est assez... donc imaginez que dans 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants surtout, verront peut-être presque 1 milliard de francophones, ce qui est assez impressionnant, parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes, nous les francophones, à peu près 380 millions, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire 120 millions de Français première langue, ensuite 150 millions de Français deuxième langue, troisième langue, et 110 millions à peu près de gens qui apprennent le français dans le monde, à la fois des gens âgés et à la fois des jeunes, etc. Donc c'est à peu près 380 millions, ce qui n'est pas négligeable. Le monde aujourd'hui, l'espace anglo-américain, c'est tout de même à peu près 1,2 milliard de personnes. Donc c'est-à-dire seulement, j'allais dire, 3 fois plus que nous. Mais l'effet multiplicateur fait que nous avons l'impression, évidemment, d'être parfois un peu asphyxiés ou dominés, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, jusqu'à l'an 2000, vers l'an 2000, l'anglo-américain était vraiment triomphant. Il y avait cette espèce de rouleau compresseur de l'après-guerre qui traînait, et véritablement, l'anglo-américain épatait un peu tout le monde. Alors, en France, pourquoi cette espèce de, jusque vers l'an 2000, pourquoi cette espèce d'inquiétude très forte par rapport à notre langue, c'est-à-dire une sorte de déclin du français? Eh bien, tout simplement parce que nous avons, d'une certaine façon, terriblement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous sommes arrivés à la fin de cette guerre exténués. Moralement, physiquement, bien entendu. Et que restait-il de vivant, de vibrant, si vous voulez, malgré le courage de, bien sûr, certains de nos parents, il va sans dire, que restait-il de fort, d'apaisant, de rassurant? D'un côté, il y avait l'extraordinaire lyrisme soviétique, donc avec un parti communiste, vous vous souvenez des suffrages extrêmement importants du Parti communiste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a duré d'ailleurs, et de l'autre côté, il y avait la grande libre Amérique qui nous avait aidés, qui avait aidé à nous libérer, et au sein même, au cœur même de la France, au fond, il y avait cette espèce de partage des genres. D'un côté, le monde ouvrier, les communistes très forts qui voulaient prendre leur revanche, et de l'autre côté, les patrons ou ceux qui voulaient entreprendre de façon libérale, qui se tournaient vers les États-Unis parce qu'ils se disaient, si vraiment ça bascule dans le bloc soviétique, ça a été... Donc c'est là, moi je pense réellement que nous avons, c'est pas la seule explication, mais qu'il y a cette espèce de, au fond de nous-mêmes, de dévalorisation de nous-mêmes pour certains d'entre nous, pas tous, je suis sûr qu'ici, c'est certainement pas le cas, mais dans notre population, je crois qu'il y a eu un peu de cela, quand même, oui, nous sommes finalement grands, bien sûr, on dit qu'on est grand, mais finalement, on n'est pas si grand que ça. Donc, il y a là un véritable problème, je pense. Mais, à partir de l'an 2000, les rapports que l'on pouvait lire de la CIA disaient si le français... on arrive à limiter le dynamisme du français, qui n'est pas si dynamique que ça, pour être franc. Vers 2005, le français sera un peu enterré, c'est-à-dire sera vraiment dépassé. Et notre chance, malgré, on peut vraiment le regretter, c'est qu'il y a eu le fameux attentat de 2001, si vous voulez, aux États-Unis. Et c'est très curieux. Très peu de journalistes, même je n'en connais pas à vrai dire, ont relevé cela. C'est qu'à partir de 2001, je déplore évidemment une telle chose aussi terrible, je ne suis en rien anti-américain, croyez-le, mais c'est-à-dire que ces attentats ont terni l'image des États-Unis dans une bonne partie du monde. Et terni, c'est-à-dire les Américains n'étaient plus si puissants, comment on les attaquait au cœur même de leur ville, que se passe-t-il? Donc on ne les aime pas, si vous voulez, etc. Ou certains ne les aimaient pas. Donc il y a eu ça. Le deuxième élément, donc ça a été une question d'image, et l'image c'est important, si vous voulez, c'est toujours très important. Deuxième élément qui a compté dans cette espèce de relativité, bon, les Américains
n'était plus soudain le Dieu extraordinaire qui nous guidait, qui nous donnait le lait maternel, etc. etc. Donc, même si j'exagère. La deuxième question, la guerre d'Irak. Et là, la guerre d'Irak a montré d'abord le mensonge, un mensonge vraiment très fort, et ensuite une erreur stratégique, si vous voulez. Et dans cette guerre d'Irak, il y a eu énormément d'argent gaspillé, et ça a affaibli les États-Unis, hélas. Le troisième élément, et tout aussi grave, peut-être même le plus grave, c'est la crise du système capitaliste qui a véritablement déstabilisé le monde libéral, capitaliste, etc. Donc ça, c'est grave, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, on ne sait pas très bien comment demain les choses vont évoluer. Bon, on nous dit un jour que le chômage régresse aux États-Unis, le commerce reprend, puis un autre jour on nous dit le contraire, etc. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une période, posez vous-même la question, de non-confiance. Et donc l'allié américain, il a des qualités, c'est vrai, il faut le reconnaître, il a un dynamisme que nous n'avons pas toujours, c'est vrai, mais il commet de très grosses erreurs, etc. Alors, revenons aux Français. Le Français aujourd'hui, c'est 380 millions de personnes. Le Figaro nous dit hier que ça va être 1 milliard peut-être de francophones, avec bien sûr l'Afrique, tous les Africains qui vont se mettre à parler davantage le français. À condition que les Chinois n'arrivent pas de façon encore plus forte et que nous arrivons à les contrer. Parce que si nous n'arrivons pas à les contrer, ça va poser des problèmes. Ensuite, donc, vous avez, alors, nous, 380 millions, je disais ça tout à l'heure, les Anglo-Américains, 1 milliard 200 millions. Donc, quand même, ce n'est pas la même chose. Il y a un poids formidable, il y a un dynamisme, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre avec ses problèmes que vous connaissez, les États-Unis, et puis tous les pays liés, bien entendu, au monde anglo-américain. Alors, du côté français, tout n'est pas perdu, loin de là. Nous avons quand même, le français reste aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout de même la deuxième langue de rayonnement dans le monde de la vie unanime à l'ONU, en Europe, etc. C'est la deuxième langue enseignée dans l'ensemble du monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et intéressant, bien entendu, grâce aux instituts français, nous en avons quand même un bon nombre, 430 établissements, grâce aux alliances françaises, plus de 1000 antennes, donc c'est quand même intéressant, et puis grâce aussi, il faut bien le dire, à une organisation comme l'Agence internationale de la francophonie. Et l'Agence internationale de la francophonie, c'est très important, c'est l'Agence universitaire, de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, et c'est très important parce que vous aviez l'année dernière à peu près 781 universités qui faisaient partie de cette agence. Donc, c'est dire que 781 universités dans le monde, c'est quand même très très important. Ça regroupe à peu près 50 000 professeurs et plusieurs millions d'étudiants. Donc c'est quelque chose, vous voyez, cette agence universitaire de la francophonie, c'est quelque chose de tout à fait important. Et au sein même de cette agence universitaire de la francophonie, vous avez 45 campus numériques. Donc, vous voyez, toute chose extrêmement intéressante. Alors, quelle est la situation du français dans le monde actuellement? Eh bien, curieusement, c'est là où nous allons finir par comprendre un certain nombre de choses, c'est que c'est en Europe qu'on a un peu l'impression que le français est sur la défensive. Et c'est pour ça, donc nous sommes au cœur de l'Europe, que nous-mêmes, nous souffrons un peu d'une espèce si vous voulez, de carence, de fatigue culturelle, etc. On nous le rabâche sans arrêt, etc. Alors, ça, c'est un premier point. Mais pourquoi? Eh bien, au fond, on confond deux choses. Le français reste globalement fort et dynamique. Je n'ai pas dit très fort, fort et dynamique. Mais l'évolution de l'Europe, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a fait que de nombreux autres pays
sont venus ajouter leur langue. Nous étions au départ un noyau, comme vous le savez, et aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de pays, voire plus, etc. Et donc, les langues des autres pays comptent. Et alors, donc, nous sommes obligés, finalement, de nous retirer un peu. Nous avons été obligés, pour être plus précis, de nous retirer un petit peu pour laisser de la place aux autres. Et les autres existent, donc ils ont droit à l'existence. Si nous sommes 8, et comme notre poids à l'époque était important, eh bien, étant 8, on prend une place plus grande que si nous sommes 20 ou 24, etc., voire plus. Donc, le français a régressé aussi à cause de ça. À cause de deux facteurs, cette augmentation des autres pays qui ont droit à leur place, et deuxièmement, bien sûr, le dynamisme et le côté tartuffe, parfois, des anglo-américains. Voilà. Donc, c'est l'explication de notre relative faiblesse, si vous voulez, en Europe. Mais alors, n'oublions pas tout de même que dans le côté culturel, l'importance du culturel, l'important, c'est le donner et le recevoir. Si on ne veut pas donner, évidemment, on ne va pas recevoir. Donc le donner-recevoir est fondamental. Donc c'est à nous, est-ce que finalement nous avons donné suffisamment aussi aux autres? Bon, ça c'est une rupture. A priori, on peut dire oui. Mais est-ce que c'est vraiment vrai dans les différents secteurs, etc. Alors, autre aspect important, c'est qu'au fond, le français, nous avons un héritage qui est évidemment considérable, cet héritage du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, avec notre pays au moment de la Révolution française était le pays le plus important du point de vue démographique, et nous sommes un peu plus restreints, même si notre démographie n'est pas mauvaise, et donc d'une certaine façon, notre pays a dû se contenter de cette évolution qui est la sienne. Mais à partir de l'an 2000, nouveau petit changement des relations avec les États-Unis, donc, je l'ai dit en introduction, ont un peu évolué, et les pays venus de l'Est ont compris quand même l'importance de notre pays, c'est-à-dire de la France. Et on a développé au sein même des institutions européennes des stages de formation pour les fonctionnaires des nouveaux pays qui sont arrivés au sein de l'Europe, etc., de la Bulgarie, Roumanie, Pologne, etc. Et depuis cette date, c'est-à-dire depuis à peu près 2004 ou 2003, plus de 11 000 fonctionnaires ont été formés, des fonctionnaires de tous ces nouveaux pays entrés dans l'Union européenne, ont été formés pour que les fonctionnaires aient une meilleure connaissance du français. Donc, ça, vous voyez, c'est important. Plus de 11 000 personnes, ce n'est pas négligeable. Alors, si vous voulez, évidemment, le général de Gaulle n'étant plus là, lui, il avait une certaine fermeté par rapport aux Anglais, et ensuite, cette fermeté, évidemment, a nettement diminué, il va sans dire. Alors, j'ajouterai aussi que pour l'Europe, quelle est la situation du français en Europe? Eh bien, la situation du français en Europe est plutôt solide en Europe de l'Ouest. En Allemagne, c'est pas mal. En France, on pourrait faire mieux, mais c'est quand même pas trop mal. En Angleterre, c'est bon, si vous voulez, contrairement à ce que l'on croit. En Irlande, c'est bon. En Italie, c'est un peu faiblard. En Espagne, ça reprend après avoir beaucoup baissé. Donc, en Europe de l'Ouest, c'est plutôt, de toute façon, c'est solide, avec quand même quelques points faibles, bien entendu. Du côté de l'Europe du Nord, c'est faible, parce que l'Europe du Nord est quand même très proche des Anglo-Américains. Même les Suédois se plaignent de ne pas parler assez le suédois. Donc, le problème soulevé par Claude Agege est un problème important, l'importance du multilinguisme. Et au fond, c'est vrai, on ne peut plus imposer à l'Europe une seule langue, surtout pas l'anglais, ça serait un peu ridicule. Le français, ce n'est pas possible non plus. Mais il faut le multilinguisme, insister sur le multilinguisme, c'est-à-dire respecter au moins les grandes langues, et puis après, avec les autres, on s'arrangera, bien entendu. Alors, pour l'Europe du Nord, c'est faible. Mais le grand problème de notre pays,
c'est que de nos gouvernements successifs, c'est qu'on ne cherche pas à être créatif dans la redistribution du français. Par exemple, qui sait, vous le savez certainement vous, mais qui sait que au Danemark, le prince consort est d'origine française et qu'il a des réseaux, le prince Henrik, et qu'il a des réseaux importants, intéressants, qu'on n'utilise quasiment pas. Et donc, vous pouvez, si vous aviez un peu de temps, un minimum d'argent, vous pourriez tisser dans l'ensemble de l'Europe de nouveaux réseaux francophiles, voire francophones, mais surtout francophiles, qui pourraient rendre des services extraordinaires. Mais ça, si on avait commencé à s'en occuper il y a 30 ou 40 ans, eh bien, nous n'aurions pas cette impression de déclin, si vous voulez, impression qui est tout à fait relative, comme je l'ai dit par mes propos, mais, si vous voulez, il y a là vraiment tous des secteurs de la francophilie qui sont inexploités, qui ne sont pas explorés. Et bien entendu, on l'a vu depuis quelques années, la crise que traverse l'Europe, eh bien, dans cette crise que traverse l'Europe, la France garde une importance considérable. Si notre pays s'effondrait, ce qui n'aura pas lieu, eh bien, écoutez, l'Europe, on n'en parlera plus beaucoup, etc. Donc, voilà pour cette question. Dans d'autres domaines, alors pour l'Europe, l'ensemble de l'Europe, les faiblesses viennent un petit peu aussi de ce côté de l'Europe de l'Est. Mais heureusement, le programme de formation des fonctionnaires dont j'ai parlé tout à l'heure permet de renflouer un petit peu les choses. Ça va s'améliorer. Et puis, le rêve américain, nos amis polonais, roumains s'attendaient à une manne américaine. Elle n'est pas venue, cette manne, etc. Et je me souviens avoir fait une enquête à l'époque en Roumanie extrêmement intéressante. La Roumanie, je dirais en 1990-95, on pouvait dire qu'en Roumanie, il y avait à peu près 20% de personnes qui parlaient ou comprenaient, 20% de la population qui parlait ou comprenait le français, à peu près vers 1995. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement, ça doit être un peu plus faible que ça, mais c'est pas, disons que ça n'a pas diminué de moitié. Oui, mais les Anglo-Américains ont été très stratégiques. Et notre problème à nous Français, c'est que très souvent, nous ne sommes pas stratégiques. Et qu'est-ce que je veux dire par là, le côté stratégique? Je ne parle pas d'ici les Moulineaux, hein, mesdames et messieurs, il va sans dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être stratégique? Eh bien, les Anglo-Américains, je me suis rendu compte en faisant ma petite enquête, contrôlés par relationnel, par financement, etc., 80% des journaux roumains, c'est-à-dire des journalistes roumains, étaient invités par les États-Unis à faire des stages, etc. Alors, comme les Français n'avaient pas pensé, c'est pas une question de moyens, parce que regardez où sont les États-Unis, regardez où nous sommes, n'avaient pas pensé, nous Français, nous n'avions pas pensé à nous occuper des journalistes, eh bien, on laissait les choses courir. Alors, ça voulait dire que, à l'époque, vers 95-2000, 20% ou 17%, 18% de la population parlait ou s'intéressait aux Français, contre 8 ou 9% à l'époque à l'anglais. Oui, mais 80% des journalistes étaient tournés vers l'anglo-américain, ce qui veut dire qu'en quelques années, très vite, la scène allait changer parce que tout le monde vantait les mérites de l'Amérique, de l'anglais, etc., etc. Et donc, il suffit d'être stratégique. On ne va pas blâmer nos amis américains d'être dynamiques, certainement pas, mais en utilisant un terme facile, nous l'avons dans le baba. Voilà la vérité. Alors, heureusement, ce qui s'est passé en Roumanie ne se passe pas partout, et alors la force du français formidable, c'est dans les pays du Maghreb et bien sûr de l'Afrique noire. Là, aussi bien au Maroc comme en Tunisie, malgré la révolution évidemment tunisienne, la situation est en Algérie aussi, malgré vous connaissez le dualisme franco-algérien, la haine-amour, mais enfin il y a quand même, malgré ces difficultés, une personne comme Asia Djebar, qui est de l'Académie française tout de même. Bon donc, vous voyez, cette France
l'Académie française, ben, elle s'ouvre de plus en plus. On a élu et élit, il n'y a pas très très longtemps, Amin Malouf. Donc, vous voyez, il y a une véritable, je dirais, un véritable amour du français et au sein de nombreux pays, il va sans dire. Alors, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, nos relations sont très fortes. Le français a une place souvent dominante, si vous voulez, il faut bien le dire. Et bien entendu, c'est le français, la langue des communications scientifiques et techniques au sein des administrations. Puis alors, n'oublions pas le rôle fantastique et peu connu, mesdames et messieurs, c'est ça qui est très étonnant, c'est de nos télévisions, voire de nos radios. Eh bien, pensez au rôle de TV5, de France 24, de RFI, de RFO. Et TV5, pour ne citer que cette télévision, est diffusée dans 203 pays et comptait l'année dernière 174 millions d'abonnés. Donc, c'est quand même, ce sont des chiffres, nous sommes 65 millions de Français, 174 millions d'abonnés, ce n'est quand même pas rien du tout. Alors, pensons au Liban, avec ses crises épouvantables que connaît qu'a connu, que peut connaître, que connaît le Liban. Il reste que au moins, je dirais, 38% de la population, chiffre d'il y a 1 an et demi à peu près, 38% de la population connaît le français, utilise le français de façon tout à fait magnifique, merveilleuse. Pensez à une Libanaise installée ici dans notre pays qui s'appelle Vénus Kourigata. Eh bien, voilà une dame d'un dynamisme étonnant qui est par Mons et par Vaux, qui va de l'Iran à bien d'autres pays, en Iran pour écrire un livre contre les femmes qu'on lapide, si vous voulez, etc. Car à notre époque, eh bien, évidemment, on lapide des femmes. C'est épouvantable. Pensez à l'Égypte. Les relations ont été très tendues en Égypte. À la fin, lorsqu'il y a eu Nasser qui est arrivé, si vous voulez, et donc le français qui avait une position dominante avec entre autres le canal de Suez. Bon, tout ça a cessé, mais le français aujourd'hui, c'est combien environ d'étudiants? Eh bien, on peut dire que le français en Égypte, c'est 2 500 000 étudiants. Donc il y a 2 500 000 étudiants qui apprennent le français aujourd'hui. Qui le sait dans notre pays? Pas grand monde. Et alors, je me souviens de ce livre étonnant que vous connaissez probablement et qui s'appelle « Un printemps arabe ». C'était un livre de Jacques-Benoît Méchain, personnage assez sulfureux pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce personnage était un écrivain hors pair et d'une finesse incroyable. Et ce printemps arabe est fascinant à relire. Et il avait rencontré, interviewé personnellement, eu un entretien avec Nasser. Et il avait posé la question au président Nasser à l'époque, c'était dans les années 50 bien sûr, et il lui avait dit, mais votre héros, tout le monde dit que votre héros, c'est Lénine, président Nasser. Alors voilà que Nasser le regarde courroucé et lui dit, mais non, mon héros, c'est Abraham Lincoln. Le problème, c'est que les Américains, s'ils ont une 6e flotte, ils n'ont pas de 6e sens. Alors, voilà ce que disait Nasser en 1954 ou 55, etc. Donc, vous aviez là, si vous voulez, c'est vous dire les déformations médiatiques, journalistiques, ici et là. Mais, à côté de cela, bien entendu, alors, pour revenir à aujourd'hui, nous avons quand même l'extraordinaire université d'Alexandrie qui forme de très nombreux francophones, il va sans dire. Mais l'Égypte, c'est quand même un pays en ce moment qui est dans une grande instabilité. Et que va-t-il se passer? Si vous voulez, ça, on peut bien sûr se poser la question, etc. N'oublions pas, nous sommes à l'an 2000. Et je me souviens très bien que vers l'an 2000, 2001, 2002, 2003, j'entendais autour de moi, je l'entends moins en ce moment, ça c'est une chose très intéressante, le déclin français. On n'en arrêtait pas de parler du déclin français. Ben oui, mais le déclin français a fait que
comme il y a eu ces problèmes avec le monde arabe, eh bien, un certain nombre de pays arabes se sont tournés vers la France du côté de l'université, du côté si vous voulez, de l'art, du Louvre, bien entendu, de la Sorbonne, l'antenne de la Sorbonne à Abu Dhabi. Et depuis 7-8 ans, les effectifs qui apprennent le français dans beaucoup de pays arabes, du Golfe, notamment les pays riches, c'est 30% de plus par an. Donc, vous voyez que le déclin français est tout à fait relatif, notamment dans ce domaine-là. Alors, nous avons, et donc les relations actuellement avec les pays du Golfe se multiplient. Et ne l'oublions pas, si moi j'avais 20 ans aujourd'hui, je ne dis pas hélas, je ne les ai pas, mais je ne les ai pas. Eh bien, si j'avais 20 ans aujourd'hui, si j'étais un jeune homme ou une jeune fille, ou 18 ans, ou 16 ans, ou 17 ans, si j'étais un jeune homme ou une jeune fille passionné de poésie française, voire étrangère, pourquoi pas, très bien. Il n'y a pas que la France qui existe. Mais bon, eh bien moi, je ferai des récitals pour les pays arabes qui ont quelques moyens, et je suis sûr que j'arriverai à gagner ma vie, mais je n'ai jamais entendu parler que quelqu'un fasse ça. Donc un jeune qui irait réciter de l'Apollinaire, du Desnos, de l'Aragon, de l'Éluard dans les pays arabes, ça serait comme une sorte de chanteur ou de extraordinaire, et il gagnerait sa vie. Mais encore faut-il pour cela avoir l'esprit créatif, vouloir aller de l'avant et s'y mettre, etc. Et il y a tant de jeunes qui sont ultra dynamiques. J'arrive pour ne rien vous cacher, j'étais il y a quelques jours à Strasbourg, et j'ai rencontré 150, en 2 fois 150, donc 300 jeunes de Strasbourg. Ils m'ont épaté par leur ouverture d'esprit et leur amour du français. Alors, quand on nous parle des jeunes, eh bien, il y en a, je peux vous dire, qui sont épatants, extraordinaires. Donc, le rôle de la poésie est quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez seulement, voilà, notre cher pays. Et c'est ça que je trouve désolant. On voit The Voice. The Voice. Moi, ça ne me gêne pas. C'est gentil. Bon, The Voice. Mais ensuite, avec The Voice, il y a The Battle. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche, moi, de voir The Battle? Pourquoi pas la bataille, je veux dire, etc. Et, alors, très bons animateurs, hein, c'est une très bonne émission, globalement, très bien. Mais alors, 80 ou 85 ou 90% des chansons chantées par des Français et des Françaises sont en anglais. Mais c'est désolant, ça. Je ne comprends pas. Mais lorsqu'il y a une dame, une jeune femme qui se met à nous chanter du Barbara, on reste là, complètement estomaqué dans son fauteuil, disant « ça, c'est le niveau supérieur ». Alors, au fond, c'est vrai, l'anglais, et là c'est un assez bon exemple, vous pouvez ne pas partager mon propos, hein, vous avez tout à fait raison, hein, c'est votre point de vue, mais moi je trouve que dès qu'on veut quelque chose d'un petit peu supérieur, si vous voulez, ben, le français occupe le terrain. Dès qu'on veut quelque chose de moyen, ou parfois c'est très bon aussi, non, il y a de très bonnes chansons aussi en anglais, il faut le reconnaître, mais c'est souvent ou elles sont très bonnes, ou elles sont moyennes. Et dès que certaines d'entre elles... D'ailleurs, je remarque aussi souvent que lorsque les personnes passent la première fois, offrent leur première chanson, c'est souvent en anglais, et lorsqu'ensuite les animateurs les préparent, les chansons sont plus souvent en français. Donc nous allons voir ça maintenant. Et donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors, pour l'Afrique noire, je passe un peu rapidement, n'oublions pas quand même qu'il y a 70 États, alors une très grande organisation qui chapeaute l'ensemble du monde francophone avec les moyens qu'elle a, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Organisation internationale de la francophonie, c'est tout de même 70 États ou gouvernements qui font partie de l'OIF. Donc, quand certains déclinistes, il y a 10 ans, et j'espère qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui, disent « Mais qu'est-ce que c'est que le français dans le monde ?» Ben, monsieur, c'est quand même 70 États ou gouvernements dans le monde. C'est pas négligeable. À l'ONU, ça compte, si vous voulez, etc. Alors, on peut le dire aujourd'hui de façon très solennelle que le français est véritablement la deuxième langue de communication internationale parlée sur les 5 continents.
pas en locuteur, parce que sinon les Chinois évidemment passent devant, mais en termes de dissémination et de rayonnement véritable. Alors, j'ajoute à ça que l'anglais dépasse encore une fois bien sûr le français, c'est la première langue. L'anglais est langue officielle dans 45 pays, le français dans 29 pays, donc vous voyez quand même c'est assez intéressant, l'arabe dans 22 pays, l'espagnol dans 20 pays et le portugais dans 7 pays. Donc vous avez là véritablement, si vous voulez, un ensemble extrêmement intéressant. Alors vous prenez par exemple l'OIF a fait du bon travail depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, et notamment en essayant, ses moyens sont limités, il faut le reconnaître, de se tourner vers un petit peu plus vers les pays émergents. Bon, mais ça manque un peu de créativité. Qui sait, si je vous posais la question, je vous la pose, tiens justement la question, pourquoi pas, si quelqu'un veut me répondre, n'hésitez pas, qui sait, qui connaît le nombre de francophiles en Union soviétique, je veux dire en Russie, aujourd'hui? Combien y a-t-il, à votre avis, de francophiles, ou de francophones, mais surtout de francophiles? Si quelqu'un veut répondre, n'hésitez pas. Je ne suis pas capable de vous donner de chiffres, mais j'ai appartenu pendant 9 ans à une association française, à une organisation francophone de solidarité qui s'appelle Le Français en Partage et qui, ma foi, avait de très bons rapports avec beaucoup d'intellectuels russes et ça se traduisait par l'envoi d'énormément de livres, de livres de français un peu partout, y compris jusqu'à Novosibirsk, où une fois on a fait partir 40 centres de ressources pédagogiques pour leur permettre de mieux apprendre. Tout à fait, mais ça ne me donne pas le chiffre de francophiles. Des jeunes moscovites qui nous demandaient des pièces de théâtre en français pour pouvoir faire du théâtre en français. Tout à fait. Et si vous voulez, les traditions, vous avez tout à fait raison et votre intervention est tout à fait bonne, parce que en Russie, vous avez pour la France, pour beaucoup de Russes cultivés, c'est le père, souvenez-vous de Catherine de Russie, etc., de Voltaire, etc. Aujourd'hui, c'est tout de même 3 millions de francophiles. C'est quand même, c'est loin d'être négligeable. 3 millions de personnes en Russie parlent le français, s'y intéressent, et le chiffre est disons, en croissance légère, je dirais en ce moment, etc. Alors, n'oublions pas l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est très important, l'Amérique du Nord. Le Canada. Et le Canada, c'est... qu'est-ce que c'est le Canada? C'est ce pays qui était le nôtre au départ. D'abord celui des Indiens, qui est devenu le nôtre. Puis les Anglais ont pris le dessus sur nous, toujours beaucoup plus stratégiques que nous, les Anglais. Il faut le reconnaître tout à fait. Et aujourd'hui, le Canada, c'est à peu près 28 millions de personnes, dont 8 millions de francophones, sur ce 28 millions, et 1 million de francophiles. Et c'est donc quand même, le Canada, c'est pas rien. Je veux dire, donc ça veut dire, en voyant en pourcentage, une belle partie de la population globale. Bon, évidemment, le français est surtout parlé au Québec, dans les maritimes, pas mal à Toronto, et il y a des poches importantes dans l'Ouest. Mais alors, moi, je me souviens de cette chose étonnante, c'est que quand j'ai eu donné des conférences dans un endroit qui s'appelle la Saskatchewan, et on atterrissait à Regina, donc c'est vraiment, je vous jure, le bout du monde, etc. Eh bien, par une tempête de neige extraordinaire au mois de décembre, et alors il faisait un froid, mais je sais pas, des moins 30, etc. Eh bien, en bas, au pied, là les gens pouvaient arriver jusqu'à l'avion, au pied de l'avion, voilà un monsieur professeur, un anglophile qui m'attendait en bas. Et nous échangeons quelques mots, il faisait un vent pas possible, et il me dit, je suis, monsieur le professeur Bourget, je suis comme vous de la Sorbonne, j'ai fait une thèse de doctorat d'État sur Racine. Alors là, j'ai trouvé ça éblouissant, je dois vous dire, et il m'a même dit, va faire chez tes Grecs admirer ta fureur, va, je la désavoue, et tu me fais horreur. Et c'était Pyrrhus contre Oreste, évidemment. Alors là, j'avoue que le monsieur m'a terriblement impressionné, et nous avons, c'est ça le Canada incroyable, si vous voulez, qui d'un bout à l'autre de ce
grand pays, vous avez des gens, on trouve des gens étonnants. Puis alors, les États-Unis, je pourrais... Alors, bien sûr, encore un mot quand même sur le Québec, je ne peux pas laisser de côté là, mais j'ai connu ce pays, j'ai enseigné là-bas, bien entendu, et j'ai connu le Aragon, le Éluard québécois, Gaston Miron, le fameux Gaston Miron. J'ai écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Gaston Miron, une passion québécoise. Je ne le désavoue pas aujourd'hui, et j'ai connu ce personnage qui, je puis le dire, s'il n'y avait pas eu Gaston Miron et quelques autres poètes, écrivains, intellectuels, pour même s'entendre avec les gens qui étaient dans le domaine de l'économie, le Québec n'aurait pas réussi cette ressaisie. Alors, on parle du déclin français. On a parlé des pays arabes tout à l'heure. On vient de parler de la Russie, le Canada. Au Québec, c'est incroyable. En 1965, les Québécois francophones contrôlaient 31% de leur économie. Aujourd'hui, il y a 3-4 ans, le chiffre que j'ai eu, ils contrôlaient 69% de leur économie. Donc, moi, je n'aime pas ce mot déclin, dans le cas précis. Il y a eu une évolution, et ce sont des Gaston Miron, vraiment des poètes comme ceux de la Résistance. D'ailleurs, ils étaient influencés par ceux de la Résistance, par les Français, Aragon, Jean Cassou, et bien d'autres, qui ont été des héros magnifiques pendant la guerre. Eh bien, ces gens-là aimaient la langue française qui était la leur, d'ailleurs, de leurs ancêtres, et voulaient que cette langue se transforme, évolue. Et ils avaient, moi je me souviens très bien, une des premières fois lorsque je suis allé au Québec, j'allais dans les petites tavernes pour manger à midi le plat du jour, et les jeunes femmes, c'était des femmes souvent qui servaient à table, n'osaient pas, elles étaient québécoises, c'était en 1970, elles n'osaient pas nous parler en français, parce qu'elle parlait a broken French, un français cassé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement leur français était mauvais, c'était des gens évidemment qui n'avaient pas fait beaucoup d'études, qu'elle n'osait pas devant un français qui avait l'air un petit peu, disons, de parler un français normal, si j'ose utiliser ce terme, eh bien, elle n'osait pas. Et 10 ans plus tard, toutes ces jeunes femmes, ou ce qui les avait remplacées, parlaient le français beaucoup mieux, etc. Donc il y a eu une prise extraordinaire de ce jeune peuple, si vous voulez, qui était vraiment émouvant. Mais pourquoi cette espèce de renouveau français? Ce qu'on ne dit jamais dans nos journaux, eh bien, c'est qu'on oublie notre histoire américaine, c'est-à-dire l'histoire américaine de la France, c'est-à-dire du Canada. Les Français ont réussi, et ça, il faut que... J'ai encore quelques minutes, je pense. Hein. Bon, et les Français ont réussi à contrôler quasiment la moitié des États-Unis pendant plus d'un siècle. Ils avaient le Québec, le Mississippi, la Louisiane. Et donc, ils empêchaient les Anglais, c'est pas gentil, de pénétrer dans le territoire, dans l'intérieur du territoire. Et les Français ont réussi à s'allier aux tribus américaines, pas toutes, mais pas mal de tribus. Et avec les tribus, il suffisait de 10 soldats français avec une tribu pour contrôler les avancées des Anglo-Américains. Et c'est le jour où le ventre mou, c'est-à-dire le Mississippi a lâché, que là, évidemment, les Anglais se sont engouffrés dans la mer. Mais New York s'est appelé quand même, à un moment donné, Angoulême, quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors, quelques chiffres. Le premier nom de New York, c'était, à part le nom indien, bien sûr, mais le premier nom de New York, c'était Angoulême. Alors, n'oublions pas que les États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en termes de... Alors, le pays, c'est 300 millions de personnes, bien sûr, et je dirais que le groupe de descendants de Québécois, de Français, de francophones s'élève à peu près à 15 millions de personnes. Donc, ce qui est loin d'être négligeable, avec des réseaux... Alors, chaque année, vous avez 3 millions d'élèves qui suivent des cours de français, bien entendu, et sur ces 3 millions, vous avez... Alors, ça, c'est très intéressant. Au fond, une façon très bonne de couvrir les avancées, les reculs du français, c'est d'observer les études dans le domaine secondaire et universitaire. Et vous apercevez d'une chose, la carte d'un pays est très vite donnée. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Aux États-Unis, 3 millions d'élèves chaque année. Chaque année. Mais sur ces 3 millions, 1 million au niveau universitaire.
Donc, ce qui est quand même important. En Égypte, vous vous souvenez tout à l'heure, c'était 2,5 millions pour l'ensemble des étudiants. Oui, mais combien au niveau universitaire? 110 000. Ce qui veut dire à peine 10% par rapport aux États-Unis au niveau universitaire. Donc c'est là où on voit qu'aux États-Unis, la force du français est tout à fait considérable. Et puis alors, si quelqu'un, franchement, a entendu la nouvelle, levez la main, ça me suffira, et ça me fera tout à fait plaisir. Il y a 2 ans, une dame que je connais, qui s'appelle Jane Robert, et son mari, ont offert à l'université de Webster, à Saint-Louis, dans le Missouri, $1 million pour créer un poste de littérature française à l'université de Webster. $1 million, qui le sait? Vous voyez, je pense que pas une main ne s'est levée, donc personne ne le sait. Et dans le monde entier, mes chers amis, c'est pour ça que j'ai intitulé ma conférence un peu énigmatique « Le désir de français dans le monde ». Eh bien, dans le monde entier, il y a des gens qui adorent la France. J'espère qu'ils ne nous adorent pas trop et qu'ils ne vont pas nous étouffer. Ça, c'est bien sûr une grande question. Mais ils adorent la France. Nous ne le savons pas. Nous ne réagissons pas toujours. Et nous ne sommes pas assez stratégiques. Donc, vous voyez, on peut faire, il y a un nouveau pape, une sorte de mea culpa, après tout, pourquoi pas, etc. Surtout que le pape a le même nom qu'un président, alors c'est assez curieux. Donc, vous avez donc, si vous voulez, voyez, dans le monde, véritablement, encore une certaine fascination. Et alors, cette fascination, je me souviens lors d'une conférence à Seattle, aux États-Unis, où le directeur, très gentiment, me dit « Est-ce que vous accepteriez de venir un peu parler avec nos jeunes étudiants ?» Ils n'étaient pas tous jeunes d'ailleurs, mais enfin, ils étaient certainement très jeunes d'esprit. Et entrant dans la salle, je fais un tour de table, il y avait à peu près 12 personnes, je leur demande leur nom. Puis tout d'un coup, il y en a un qui me dit « Je m'appelle Balzac ». Alors je lui dis, vous appelez Balzac, mais c'est un nom français, ça c'est un grand écrivain français. Ah ben oui, tout à fait, me dit-il en français. Mes parents aimaient beaucoup Balzac, et ils ont tenu à ce que mon prénom soit Balzac, et je vous dis, quel est votre nom de famille? Simpson. Alors j'ai eu la chance d'avoir un monsieur qui s'appelait Balzac Simpson. Donc chose tout à fait sympathique, il va sans dire. Alors, je dois dire que pourquoi, au fond, aux États-Unis, vous apercevez qu'il reste encore, qu'il y a énormément de francophilie? Eh bien, tout d'abord parce que il y a eu les Canadiens français, un nombre important ont émigré aux États-Unis. Vous avez eu ensuite les Huguenots. Le rôle des Huguenots, presque le tiers des présidents américains sont d'origine huguenote. Donc, le rôle du réseau des Huguenots, très important. Et bien entendu, tous ces Français, petites mains, artisans, pas en très grand nombre par rapport aux Italiens, aux Grecs, aux Allemands, aux Polonais, mais ces petites mains, ces gens, ces artisans, ces pâtissiers, ces œnologues, tous ces gens formidables qui connaissent très bien les bonnes choses de la terre, etc., sans parler des Basques, bien entendu. Et donc, tous ces gens-là, eh bien, ont entretenu un réseau, ont développé un réseau de façon étonnante. Alors, bien entendu, le français, c'est pas seulement l'Amérique du Nord, eh bien, c'est l'Amérique latine. Et là, en Amérique latine, encore une fois, je pense que nous avons un petit peu manqué de dynamisme. Car, chose étonnante, ce que je disais l'autre jour dans une conférence sur le même sujet, c'est qu'au fond, le français est assez fort au Québec, c'est-à-dire tout à fait au nord des Amériques, et le français est aussi, a été, il ne l'est plus, a été assez fort en Argentine, et c'est-à-dire l'extrême sud du continent américain. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et que s'est-il passé? Mais il s'est passé qu'au fond, aux États-Unis, on peut considérer, bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est une fourchette, qu'aux États-Unis, vous avez à peu près, je dirais en un siècle, c'est-à-dire de 1820 à 1920, on peut dire qu'il y a à peu près 300 000 Français qui ont dû émigrer aux États-Unis. Ce n'est pas énorme. Mais, bon, c'est pas négligeable, mais c'est pas énorme par rapport aux chiffres de plusieurs millions d'Italiens, etc., etc. En Argentine, vous avez eu sur une période de 1860 à 1914 environ 220 000 Français qui ont émigré en Argentine.
à une époque. Vous voyez, qui sait ça, qui connaît ça? Mais c'est certain. Et je raconte une partie de cette histoire dans un livre très sympathique qui s'appelle Les élites argentines et la France. Et là, mais par contre, donc ça fait quand même 220 000 personnes, par contre, il y a eu la guerre de 14-18, et une partie de ces Français, une partie importante, je dirais 40% d'entre eux, sur le 220 000, ils sont revenus en France. Donc, mais n'empêche que à la fin du 19e siècle, on peut dire, on peut avancer que les Français, les gens d'origine française, représentaient probablement 30% de la population. Mais après, ça a très vite décru. Mais aujourd'hui, il reste une force francophile remarquable, même aujourd'hui, et on voit les artistes argentins qui viennent en France, les échanges qui entrent de l'Argentine, de la France, les médecins argentins qui viennent dans les hôpitaux français, c'est absolument fabuleux. Et donc là, vous voyez, c'est toute une histoire. Et alors, je me souviens, ça c'est pour la petite histoire, c'est amusant, Yves Berger, qui était à l'époque aux éditions Grasset, et pour vous dire l'intérêt de nos compatriotes parfois pour ce phénomène du désir de français dans le monde. Alors Yves Berger, que je vois, qui est un homme tout à fait respectable, qui aime la langue française, vous le savez mieux que moi, et je lui dis, écoutez, j'ai ce manuscrit sur l'Argentine, est-ce que ça pourrait peut-être vous intéresser? Alors il y a Yves Berger qui me dit, écoutez, oui, ça m'intéresse. 15 jours après, je reçois une lettre de lui. Mon cher Axel Mauger, votre livre est, je crois qu'il avait dit, magnifique, mais nous en vendrons 300 exemplaires. Bon, alors vous voyez, ma tête, je me dis, bon, je vendrai 300 exemplaires, évidemment, c'est pas un éditeur, ça n'intéresse pas. Je l'ai donné à un autre éditeur, et on en a vendu 4000. Bon, comme quoi les éditeurs, vous voyez, se trompent. Il y a eu 4 éditions successives, etc. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, l'Argentine, en français, a beaucoup plu, etc. Et pourquoi pas, etc. Alors, donc, l'Argentine, bien sûr, ce pays très attachant. Le Mexique, bien sûr, d'Octavio Paz. L'Arc et la Lyre, formidable. Vous avez 500 000 étudiants qui apprennent le français au Mexique. Quelle est l'alliance française? Là, vous allez le savoir. Quelle est l'alliance française dans le monde, je crois qu'on peut dire ça aujourd'hui, qui a le plus d'étudiants? Bravo. Le Pérou. Donc, c'est tout à fait... C'est au Pérou, à Lima, qu'il y a le plus... Vous voyez, je suis très très content, donc là, ça marche. Alors, le Pérou. Vous avez ensuite le Brésil. Le Brésil, c'est en train de se transformer. Après un moment, je dirais, où ça a pas mal baissé, ce pays de près de 200 millions d'habitants est en train de se ressaisir du côté du français. Et alors, ces réseaux francophiles sont extraordinaires. Et c'est là où nous ne connaissons pas leurs histoires. Et c'est bien dommage. Car je me souviens, lorsque je suis passé donner des conférences à Rio de Janeiro, très bien reçu, très gentiment, une association des écrivains je crois que ça devait être Marcel Proust, qui est d'ailleurs en Amérique du Nord et en Amérique latine, qui est très très apprécié. Marcel Proust, c'est, je dirais, presque l'auteur numéro 1. Il faut dire, avec Marcel Proust, il dit tout sur la jalousie, et bien sûr sur les codes sociaux, il va s'en dire. Et alors là, tout d'un coup, il y a l'attaché culturel qui me dit, dites-moi, professeur Mauger, il y a une très belle exposition sur Rodin. Ah, j'ai dit, oui, très bien, j'aime beaucoup Rodin, pourquoi pas. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que les gens de Rio se précipitent dans cette exposition et ils font la queue. Allez voir ça, c'est quand même impressionnant. Alors, je vais voir ça, et en effet, devant le musée d'art moderne, il y avait 600 mètres de queue pour aller voir Rodin. Alors, c'était en 1997, pour être très précis, donc ça remonte un petit peu. Et là, je me dis, oui, en effet, mais et alors, je demande à l'attaché culturel, mais pour quelle raison? Il me dit, bah, écoutez, je ne sais pas trop, mais c'est que Rodin doit plaire, etc. Ça ne m'a pas suffi, sa réaction, et je me suis renseigné auprès d'amis brésiliens qui étaient très, 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 très bien, encore mieux introduits, je dirais, et ils m'ont raconté, bah, c'est très simple, c'est que c'est la faute à Lili. Alors, je dis, la faute à Lili, mais qui c'est Lili? Ben, Lili, c'est la femme de M. Marinho, et M. Marinho est le grand patron des journaux brésiliens
du groupe El Globo. Et comme Lily, la femme de M. Marigno, adorait Rodin, elle a dit à son mari, allez, sois gentil, fais un peu de publicité à la télévision pour ce Français sculpteur merveilleux qui s'appelle Rodin, et comme ça va me faire plaisir, etc. Alors, pour faire plaisir à sa femme, M. Marigno, sa deuxième femme, M. Marigno, eh bien, a envoyé des messages magnifiques sur la radio-télévision, et tout Rio se précipitait pour aller voir Rodin, découvrir Rodin. Il fallait voir, je les ai vus de mes yeux vus, des gens qui caressaient même, ils n'avaient pas trop le droit, les statues, il faut dire, elles sont belles, etc. Donc voilà, c'est ça. Et l'Amérique latine adore la France. Tout ce qui est les vins en Argentine, les vins au Chili, mais tout ce qui est vin, ça vient ce sont des compatriotes, la plupart d'entre eux, qui se sont installés là-bas. Ce sont des représentants. Alors, le Chili, au Chili, avec les relations, tout à l'heure je citais le nom d'un grand résistant qui s'appelait Jean Cassou. Eh bien, Jean Cassou était très proche d'un homme, d'un Chilien, grand poète, qui s'appelait Pablo Neruda, le fameux Pablo Neruda del Canto General, le chant général. Et là, tous les intellectuels, alors c'est une époque un peu dépassée, mais qui s'est renouvelée par la suite, mais tous les intellectuels, il n'y avait que la France, etc. Alors, aujourd'hui, soyons précis, 150 000 jeunes apprennent le français au Chili. Et c'est quand même pas négligeable. Alors, un petit tour encore. J'ai combien de temps encore, chère madame? Parce que le temps que je veux, bah, écoutez, alors disons 2 heures du matin, comme ça on pourra. Alors, nous avons, oui, c'est vrai que les nuits sont courtes à Paris. Alors, nous avons, non, je ne vais pas abuser comme la situation, enfin, on me donne encore quelques minutes. Alors, n'oublions pas l'Asie. Alors là, quand on entend l'Asie et le Vietnam, le Laos, le Cambodge, bon, ça c'est un peu passéiste. Il y a des gens absolument charmants, on les retrouve d'ailleurs à Paris et tout. Enfin, on ne peut pas dire que les pays actuels sont très tournés vers la francophonie, même s'il y a des efforts dans quelques écoles spécialisées, c'est vrai. Mais plus sérieusement, je ne mets pas de côté ces anciennes possessions françaises, loin de moi cette mauvaise idée, mais c'est pas très probant, c'est un peu ancien. Par contre, en Corée, 160 000 élèves au secondaire, 120 000 élèves à l'universitaire. Donc c'est quand même considérable. Et puis n'oublions pas, même en France, des gens d'origine coréenne, Jean-François Placé, Fleur Pellerin, donc vous voyez qui sont des liens tout à fait intéressants qu'on pourra utiliser. Au Japon, alors incroyable pays, 126 millions d'habitants, et puis alors là, les échanges culturels, ce pays si lointain, ce pays si culturel, ce pays si amoureux de la France, c'est incroyable. Alors que ça a été une sorte de colonie américaine. Mais justement, ils avaient besoin de s'écarter un peu de nos chers amis, un peu collants américains, qui ont été bien sûr forts avec eux, mais ensuite qui ont quand même laissé les choses évoluer le mieux possible. Mais la France est adorée là-bas, etc. Dans des milieux, des centaines de milliers de personnes regardent des émissions en français, etc. Et les étudiants au niveau universitaire sont 200 000, ce qui n'est quand même pas négligeable, etc. Et alors là-bas, dans chaque ville ou chaque grande ville, il y a des cercles, le cercle Proust, le cercle Chateaubriand, le cercle Camus, le cercle Montaigne, etc. Et je dois vous dire que je me souviens de cette petite dame rentrant avec un ami professeur dans un magasin pour acheter leurs oranges, mais qui coûte à un prix épouvantable, c'est ahurissant le prix des oranges là-bas, et etc. Et une dame qui dit « Mais vous êtes français » en français, « Mais vous êtes français, monsieur ?» Et plus d'une me l'ont dit « Mais oui, madame, j'ai l'honneur de l'être, etc. »« Ah, mais quel beau pays vous êtes !» Enfin, disons que ça, c'est un peu le côté, vous voyez, folklorique, mais ça fait plaisir. Et ça prouve qu'ici et là, il y a des gens qui sont à l'affût de ce pays qui s'appelle la France, etc. Alors, bien sûr, en Chine, eh bien, la Chine, avec la Révolution française, alors que la Chine, nous étions si présents à Shanghai, sans la France d'hier, Shanghai ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, sans retirer le moindre bénéfice aux Chinois, au moindre crédit, je veux dire, aux Chinois. Donc, la France a fait énormément, un peu dans le domaine du colonialisme, en apportant de nouvelles techniques, etc. Ça a été éradiqué à la suite de la révolution culturelle, à la suite de la révolution chinoise. Et
les étudiants qui apprenaient le français, c'était quelques centaines dans les années 70-80. Aujourd'hui, c'est près de 100 000 étudiants en Chine qui apprennent le français. Ce n'est pas énorme vu la masse, mais ce sont des gens qui en veulent 100 000 étudiants. Et chose extraordinaire, c'est qu'en France, la langue chinoise se développe. Et aujourd'hui, alors qu'il y a, je dirais, 15 ans, il y avait à peu près 5 000 étudiants français qui apprenaient le chinois, aujourd'hui, il y en a 40 000. Donc, vous avez, vous voyez, des réactions fantastiques et parfois on entend dire « oui, mais la France reçoit tout le monde ». Eh bien, 81% des étudiants chinois qui viennent en France, 81% d'entre eux paient leurs études eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire ne sont pas forcément à la charge, bien entendu. Alors, encore un pays, je pourrais en parler évidemment longtemps, et vous savez, en ce moment même, je parle de la Chine toujours, en ce moment même, quel est l'auteur qui est lu par des milliers de Chinois en français ou en chinois? C'est Tocqueville. Parce que dit-il Tocqueville? Tocqueville, Alexis de Tocqueville, est devenu la coqueluche des Chinois. Alors c'est quand même extraordinaire. Et pourquoi? Eh bien, que dit-il Tocqueville? Eh bien, que ce n'est pas l'oppression d'un peuple qui le rend tout d'un coup révolutionnaire, ce n'est pas l'oppression d'un peuple, mais ce sont les nouvelles disparités sociales. Et ça, c'est assez fascinant de voir qu'au fond, c'est pas parce qu'on opprime un peuple qui va se révolter. Il va se révolter s'il voit trop de disparités sociales. Souvenons-nous de la Révolution française. Un mot, juste un mot sur l'Inde. Eh bien, j'entends, alors là, j'ai été, je veux dire, j'aurais pu me transformer, moi qui suis plutôt modéré, tout à fait modéré, j'aurais pu me transformer en tonton flingueur quand j'ai entendu ça, lorsque quelqu'un me dit « mais en Inde, le français n'existe pas ». Eh bien, merci. Alors, comme on m'a dit ça, je n'étais pas très au courant, je me suis renseigné, je savais qu'il y avait pas mal d'existences, 450 000 élèves apprennent le français en Inde, et, chose fascinante, des centaines de milliers de Bengalis, donc du Bengale, lisent les auteurs français en bengali. Donc peut-être qu'ils ne lisent pas en français tous, mais ils connaissent assez bien la littérature française, traduite, etc. Alors, au fond, eh bien, c'est là le titre, je rejoins le titre, si vous voulez, de mon exposé, de ma communication ce soir, de ma conférence, c'est qu'au fond, ce désir de français dans le monde, c'est pas parce que moi je le veux qu'il y ait du désir, c'est plutôt parce qu'il est là, si vous voulez, et il est en pleine métamorphose et en plein changement. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les choses avec le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, au fond, souvenez-vous de l'édit de Nantes. Eh bien, l'édit de Nantes nous a privés pendant un temps de gens remarquables. Mais en même temps, ces gens remarquables ont essaimé dans le monde. On en retrouve en Afrique du Sud, on en retrouve aux États-Unis, on en retrouve en Hollande, on en retrouve en Allemagne, etc., etc., etc. Et donc, ces gens, d'une certaine façon, ça nous a fait mal au départ, et ça nous fait presque du bien plus tard. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe en France en ce moment. Nos jeunes, beaucoup de nos jeunes quittent, hélas ou tant mieux, notre pays, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent notre pays, des jeunes qui ont envie de faire leur vie, etc. Mais après tout, pourquoi pas? Moi, je l'ai fait en son temps et je suis revenu. Et si vous voulez, et ces jeunes apprennent des autres et offrent ce qu'ils ont appris aux autres. Donc, il y a... Je ferai une comparaison entre le départ des protestants en son temps et le départ de nos jeunes depuis une dizaine d'années. 100 jeunes Français débarquent chaque mois à Shanghai. Donc, si vous voulez, 100 jeunes Français. Et dans l'ensemble, se débrouillent. En Australie, on est passé de quelques centaines de Français, de jeunes Français, il y a 5, 6, 7, 8 ans, à quelques milliers maintenant chaque année, etc. Donc, il y a vraiment... Alors, évidemment, nous perdons quand même des gens de qualité, mais après tout... donc, au fond, eh bien, j'en arrive petit à petit, doucement mais sûrement, à ma conclusion, qui n'en est pas une. Mais ce français, notre français, est aimé, ce désir de France est fort dans le monde, parce que notre langue est porteuse d'une éthique, d'un humanisme, d'un savoir-faire. Alors, au fond, ce qui est important, c'est d'être fier de cet héritage français et surtout de ne pas en être privé nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose
qui est très important, de ne pas se dénigrer soi-même comme certains le font, etc. N'oublions pas quand même le message de la grande Catherine, de Russie, Voltaire m'a mis au monde. N'oublions pas le message de la francité, et incarné, si bien incarné, par Voltaire. Et Voltaire qui, ne l'oublions pas, Voltaire, le grand Voltaire, qui juste avant de mourir a tenu à revenir à Paris, serrer la main de Benjamin Franklin, etc., etc. N'oublions pas que c'est tout de même un Français, et les Américains ne l'ont pas toujours oublié, que c'est un Français, M. de Beaumarchais, qui a fait le plus pour l'indépendance américaine, etc. Il a vraiment fait énormément pour apporter des armes, de l'argent, etc. Donc, n'oublions pas que la France, elle est appréciée dans le monde, non seulement par ses technologies de pointe, que ce soit du TGV à l'Airbus, à bien d'autres secteurs, et qui sont très nombreux. Nos sociétés, on ne le dit pas toujours, et tel n'est pas vraiment mon propos ce soir, mais les sociétés françaises en Europe, quelles sont parmi les 100 sociétés françaises en Europe, le nombre, parmi les 100 sociétés européennes, pardon, le nombre de sociétés françaises. Eh bien, en Europe, il y en a 28. Ce sont des grandes sociétés, ce qui est quand même considérable. Et sur les 100 sociétés mondiales, il y en a à peu près 15 sociétés françaises. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas si nuls que ça, si déclinants que ça, malgré des erreurs majeures, etc. N'oublions pas aussi pourquoi on aime cette France, nos grands écrivains. Et c'est vrai que de Proust, Camus, à Leclésio, à bien d'autres, n'oublions pas que pour beaucoup, le nombre d'étrangers qui viennent s'installer à Paris, des Brésiliens, des Américains, des Italiens, des Latinos, et qui ont envie des Arabes, des Russes, qui viennent s'installer à Paris parce que c'est une ville qui a un côté magique, etc. Et n'oublions pas que notre pays est quand même senti, perçu comme un peu cet héritage des ferveurs disparues, si vous voulez. Et sans une bonne connaissance de ce passé, de notre passé, eh bien, évidemment, c'est fondamental. Il faut connaître notre passé. Et pour beaucoup de ces gens, la France, c'est une force idéale. Le français, c'est une force idéale. Et bien entendu, c'est Amin Malouf qui va dire « Je ne peux pas écrire une lettre d'amour si elle n'est pas écrite en français ». Et relisez Robert Desnos. Robert Desnos, c'est admirable, je veux dire, dans la langue, dans la mémoire sentimentale. Pensez aujourd'hui à un Lucchini, la façon dont il présente les choses, les grands auteurs. Et vous avez plus de 300 000 personnes, 300 000 Français qui sont allés voir, ou même étrangers, qui sont allés voir Lucchini. Il y a là une véritable ferveur de l'héritage, etc. Alors, n'oublions pas la gastronomie, le savoir-vivre, la galanterie, l'art de vivre tout de même, c'est très important. Puis n'oublions pas un Léopold Sédar Senghor, cet homme venu du Sénégal qui a tout partagé de l'Académie française, qui a tout partagé avec nous Français et qui nous le rend bien, etc. Donc, le mot, le message, c'est lisez et relisez les grands auteurs français. Et l'erreur de nos politiques aujourd'hui, pas de M. Santini, c'est de ne pas lire les grands auteurs français. Ils seraient bien meilleurs, ils ne sont pas toujours bons, soyons honnêtes. Alors, et puis, français, n'ayons pas toujours peur du mot marxiste, si vous voulez, etc. Ne soyons pas toujours obnubilés par le marxisme. Essayons de comprendre un peu ce que c'est que le libéralisme. Je préfère avoir raison avec Raymond Aron que tort avec Jean-Paul Sartre. Bon, c'est une question de choix, bien entendu, mais vous savez, nous sommes le pays de la Révolution, donc il y a des choses un peu énigmatiques qui se passent. Il va s'en dire. N'oublions pas enfin que la France, c'est la forme et la formulation. Et comme l'écrivait Flaubert, la forme est la chair même de la pensée. Belle parole, il va s'en dire. Alors, pour conclure, parce que le moment, je crois, arrive, eh bien, c'est pourquoi ces grands auteurs français? Eh bien, les grands auteurs français, parce que leur lecture nous donne, nous mène à la vie intérieure, nous construit. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Et c'est cela qui explique justement cette... j'ai parfois été critique pour mon cher pays, mais qui explique notre richesse
à tous personnel. Nous sommes tous différents parce que tous nous avons lu des choses différentes et nous les ressortons, nous les disons, etc. Donc, vie intérieure, force intérieure, parole libre, contradictoire. Donc, il faut toujours qu'un marxiste puisse débattre avec un libéral, mais que ça soit vraiment un véritable débat et non pas les petites cuisines entre nous, etc. N'oublions pas qu'aujourd'hui, l'anglais parade, l'anglo-américain parade dans le monde des affaires, mais, comme le dit avec beaucoup de justesse Marc Fumaroli, le français devient à l'échelle mondiale une langue de la clandestinité de l'esprit. Et il a raison. Et c'est Maurice Druon qui disait cette très belle parole, sans que le français, si l'anglais est une nécessité, le français demeurera à tout jamais un privilège. Et je crois qu'il a raison. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Allez-y, monsieur Sommer. J'aurais aimé pouvoir intervenir pour apporter un tout petit bémol concernant l'Afrique noire, dans laquelle vous nous dites qu'il y a 80 pays qui... 70 pays qui ont le français en partage. Non, mais pas en Afrique. Dans l'ensemble du monde, voilà. Dans l'ensemble du monde, vous avez 70 pays aujourd'hui qui ont le français en partage. Et en Afrique, il y en a 35. Voilà, 35 en Afrique. Alors, il se trouve que l'Afrique noire, c'est un problème que je connais bien. J'ai vécu 5 ans. J'y suis resté très attaché. Mon épouse y était enseignante. Et que, actuellement, partant d'ici les Moulineaux, je mène une action parce que la belle description du français telle que vous nous l'avez faite, moi, je considère que le français tel que je le vois fonctionner en Afrique noire en particulier, ce sont des élites qui caracolent, mais qui n'ont pas le souci de réensemencer en dessous, ou alors là, c'est véritablement le misérabilisme, et où le français qui est enseigné par des instituteurs de brousse et autres qui font du mieux qu'ils peuvent, en réalité, ça s'apparente plutôt à un pidgin, si on veut l'assimiler à ce qui se passe pour l'anglais, qu'à un français structuré tel qu'on aimerait qu'il soit. Alors, moi, je pense qu'il y a, pour ce continent qui est appelé quand même à devenir le sanctuaire de la langue française, on dit que bientôt ils seront 500 millions, et 500 millions qui pourraient être francophones, moi j'aimerais qu'on en arrive quand même à mener une action partant de France qui ne serait pas très difficile à monter, qui impliquerait, oui, qu'on s'y mette tous, mais qui consisterait à récupérer tous les livres du primaire dans nos écoles et à les réexpédier à tous les instituteurs de brousse qui, pour l'instant, n'ont aucun livre. Et c'est ce que, avec l'appui complet d'André Santini, je suis en train, avec quelques amis, d'essayer de commencer à faire pour cette Afrique noire. J'ai fait beaucoup d'armées et j'ai servi avec les tirailleurs sénégalais. Si je suis là, c'est encore grâce à eux. J'ai envers eux une dette de reconnaissance et je trouve que là, on est en train de louper le coche complètement concernant l'Afrique noire. Vous avez tout à fait raison de tenir de tels propos. Vous savez, chacun a son expérience. Évidemment, dans ma conférence, je n'ai pas parlé que de l'Afrique. Je suis même passé assez vite sur l'Afrique, hein, si vous avez remarqué. La seule chose, c'est que c'est vrai que nous avons intérêt à ne pas louper le coche, parce que si nous le loupons, là, évidemment, ça fera mal. Et vous savez, selon les pays, vous avez dit un petit mot sur les élites. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer dans tous les domaines, hein, c'est évident. Mais il y a tellement, quand on écoute comme les témoignages des gens qui parlent, soit à la télévision, soit à la radio, soit les gens qu'on rencontre un peu partout en voyage, ici en France ou ailleurs, il y a quand même énormément d'Africains qui manient pas mal la langue française. Alors, il y a énormément de choses à faire, mais nous essayons de le faire. Dans le cadre de la MOPA, par exemple, nous avons le don du livre, les Palmes académiques, la MOPA, le don du livre qui envoie chaque année plusieurs tonnes de livres. Donc, vous allez le faire avec M. Santini. Croyez-le, c'est une question de bonne volonté. Évidemment, vous ne pouvez pas échapper à la politique avec un grand P ou un petit p, ça on ne peut pas y échapper, mais dans le domaine de la pédagogie, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Mais alors,
Regardez, je parlais tout à l'heure de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous avez plusieurs des universités africaines qui sont membres de l'Agence universitaire, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est au moins 100. Elles reçoivent des subsides, on aide les maîtres à un bon niveau. Bon, si vous voulez, le tout, c'est qu'il faut que tous ces efforts soient relayés, soient synthétisés, que ça ne parte pas dans le sable, etc. Regardez cette affreuse histoire du Mali. Eh bien, quand on interrogeait pas mal d'habitants, bon, on les interrogeait comme ça, le caméraman, j'ai été, moi, plutôt, ça serait le seul petit bémol avec votre propos, j'ai été plutôt surpris de voir à quel point la petite population s'exprime souvent, pas toujours, mais souvent dans un français délicieux et pas mal du tout. Au Cameroun, là récemment, avec l'enlèvement, on parlait avec des gens du coin, eh bien, beaucoup s'expriment en français. Donc, n'oubliez pas que, selon les pays, le pourcentage de ceux qui parlent le français est très différent. Ça peut aller de 10% à 30 ou 40% dans les cas que je crois de Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc ça dépend vraiment des zones, des pays. Mais où vous avez raison, et totalement raison, c'est qu'il faut absolument que il faudrait faire une sorte de plan Marshall. Là, ça serait... Il faudrait dire, écoutez, à tous nos grands industriels, et moi, c'est ce qui me fait de la peine, excusez-moi de dire ça comme ça, mais pour la francophonie, pour le français dans le monde, c'est que des monsieur Arnaud et compagnie, qui ont des moyens considérables, qu'est-ce que c'est pour lui qu'1 ou 2 millions, sans vouloir lui faire la manche, mais cet argent, si on demandait à nos dizaines de grands patrons pour vraiment faire de la générosité, aller de l'avant, de mettre sur un panier et de faire un véritable, même un mini plan Marshall, mais ça, nos petits-enfants nous remercieront, parce que d'égal à égal, on se connaît. Il faudrait arriver, M. Santini est peut-être l'homme de la situation, il faudrait arriver à faire une sorte de mini-plan Marshall. Et je trouve que, moi je vous rejoins totalement, et vous savez, je suis un peu le canard, je ne suis pas méchant, hein, mais je suis un peu vu comme le mouton noir parfois, parce que j'appelle un chat, si vous voulez, même si je parle de mouton, et c'est-à-dire que si on n'est pas créateur, et si on ne retire pas, si on ne retire pas un peu les manches, et si on ne va pas un peu sur le terrain, et si on n'essaie pas d'aider le maximum de gens sans remplir la poche des plus puissants, eh ben c'est vrai qu'on n'y arrivera pas. Surtout que les Chinois sont quand même terriblement en embuscade, hein, attention. Donc, mais ils sont tellement matraqueurs et d'une certaine façon malins, mais tellement méthodiques que ça peut déplaire à des esprits un peu latins, un peu, disons, brousse, jungle, et, enfin, je ne sais pas quel mot trouver, mais des esprits quand même qui aiment l'âme, qui aiment le sentiment, si vous voulez, la sensibilité. Et les tirailleurs, n'oublions pas quand même que l'or de la Banque de France, une partie de l'or de la Banque de France a été sauvée grâce aux tirailleurs africains. Hein. Donc, merci à eux. Et c'est vrai que nous avons, je suis moi aussi de votre avis, une certaine dette. Et cette dette, eh ben, il faudrait la payer, mais on a déjà payé pas mal de choses, mais on a une dette, disons, pour l'avenir. Disons que celle du passé. Mais pensez au mini-plan Marshall, M. Santini est un homme qui se déplace, qui va sur le terrain. Et je vais lui en parler. Mais vous le connaissez. Il me connaît bien, j'ai été conseiller municipal avec lui, et il n'y a pas très longtemps, il m'a fait obtenir d'une directrice d'école de Boulogne 1 mètre cube de livres du primaire qui allaient aller au pilon et qui sont maintenant au Nord Togo. Superbe. Superbe. Il est partant. Hein. Non, mais écoutez, on se reverra. Ouais. On aura l'occasion et je serai très heureux de votre question. En complément, on pourrait quand même dire que nous, on travaille avec notre ville jumelle de Dapaong et le côté scolaire, on l'aborde. Hein. On l'a abordé de différentes façons et en particulier, alors certes, il y a les livres, mais on a aussi le volet numérique. On a envoyé des gens pour aller former sur le numérique. Actuellement, il y a des espoirs en Afrique de tablettes peu chères ayant tous les contenus possibles et inimaginables pour qu'ils puissent lire. Et puis, il y a aussi des éditeurs africains qui travaillent sur le scolaire. Car il faut penser qu'au moment de l'apprentissage de la lecture, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler en France et qui développent des idées qui ne sont pas en concordance avec ce que les enfants vivent.
Et donc, il y a des éditeurs africains qui, eux, ont des livres scolaires à des prix inférieurs et qui sont proposés aux enfants. C'est vrai que nous avons des programmes scolaires. Leurs programmes scolaires émanent en grande partie de nos programmes scolaires, mais il y a quelques adaptations à faire malgré tout. Mais en tous les cas, notre ville aborde ce sujet-là et moi j'ai encore reçu des gens cette semaine pour effectivement travailler avec les milieux scolaires et en particulier faire des échanges d'école à école. N'oubliez pas, c'est très important ce que vous dites, n'oubliez pas que ce dont nous parlions tout à l'heure, c'était l'agence universitaire de la francophonie qui a un rôle considérable. Alors, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est absolument inouï. C'est avec tout l'argent qui a été dépensé depuis, alors c'est sûr que parfois il n'y a pas eu beaucoup d'audits, comme on dit, mais tout l'argent qui a été dépensé dans des cadres officiels. Et moi, je suis stupéfait. Alors d'abord, tu veux deux choses, au moins trois choses. Un, c'est, si vous voulez, le manque de chaires francophones en France même. Les chaires sur la francophonie dans les universités. C'est incroyable, on ne veut pas les développer. Bon, c'est un peu incompréhensible. Bon, c'est un vaste sujet. Le deuxième élément, alors qui me surprend, si demain, vous, vos enfants, etc., veulent avoir des renseignements sur cette francophonie vivante, les livres un peu intéressants ne foisonnent pas. Je veux dire que si on veut demain avoir un État un peu mais vivant, vraiment vivant, sur la francophonie en Amérique latine, citez-moi des livres, on peut en trouver un ici et là, sur un sujet, mais il n'y a pas grand-chose. Et moi, je ne comprends pas que ça coûterait 10 000 euros par 10-15 000 euros par zone géographique, c'est-à-dire 5 continents, qu'il n'y ait pas des livres, 5 livres faits par des gens de qualité, qui aillent sur le terrain rencontrer tout ce qui est vivant, tout ce qui est les histoires formidables de certains francophones, etc., qui existent, mais qui sont, il y en a des centaines, personne ne les connaît. Et ça donnerait envie à nos jeunes ou à nos moins jeunes de faire des choses, de créer des choses. Et ça, on se prive, pour les 5 continents, avec 75 000 euros, on se prive d'un outil formidable. Et curieusement, ceux qui devraient faire ce genre de livre ne le font pas. Parce que, vous savez pourquoi? Bon, je pense qu'on peut dire les choses. Je suis enregistré, bon, enfin, c'est pas grave. Vous savez, j'ai pas de langue de bois. Parce que je crois qu'ils sont trop administratifs. Alors, j'ai rien contre l'administration, hein, mais ils sont trop, parce que vous êtes formidable, mais ils sont trop administratifs et ne sont pas assez créatifs. Alors, il y a des administratifs qui sont créatifs, mais il y en a qui ne le sont pas. Et dans ce cas précis, ils ne le sont pas. Et avec, moi, je vous dis, des livres dynamiques sur témoignages sur vraiment des zones géographiques où il y a des gens qui font des choses formidables, ça donnerait un appel d'air, un élan, une ouverture, un désir sur l'Afrique. Mais qui connaît le Togo? Et alors, le troisième point, c'est les femmes dans la francophonie. On n'en parle quasiment pas, enfin très peu. Et les femmes dans des tas de pays ont un rôle fantastique qui a été méconnu. Et ça, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas non plus quelques ouvrages sur les dames qui font au Togo, qui font fonctionner les marchés et tout ça. Mais on en a un peu parlé parfois. Mais dans le détail, et puis des personnalités incroyables. Je veux dire, moi je trouve que ce qui intéresserait la française, c'est tout d'un coup de voir les femmes africaines. Alors, enfin, il faudrait trouver un titre un peu vraiment qui colle bien, mais ces femmes qui se battent, etc. Mais ça intéresserait des milliers de personnes. Les livres qui sont écrits sur la francophonie, sauf exception, il y a quand même des exceptions, hein, franchement, mais la plupart du temps, c'est des dossiers, c'est illisible. Alors je comprends que le désir de français dans le monde, bah, ça n'intéresse pas trop, parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cette nouvelle aventure? Ben si, le désir de français dans le monde, c'est une merveilleuse aventure, mais en ayant réduit tout ça à trop d'administration, bah, ça n'intéresse pas grand monde. Monsieur? Merci, monsieur, pour votre exposé. J'ai beaucoup apprécié à la fois le fond et la forme. Je suis, moi, ni un professeur, ni un sociologue, ni un ethnologue, ni un linguiste. Je suis ce que j'appelle, pour moi, un militant de la francophonie. Donc, la francophonie, comme disait le professeur Agech, c'est un combat. Donc, je me situe dans ce combat. Alors, j'ai fait 2 ou 3 petites remarques. L'importance des professeurs de langue française dans le monde. Il y en a 900 000 professeurs de langue française.
Et cette organisation, la Fédération internationale des professeurs de langue française, fait tous les 3 ans un congrès très intéressant, très riche, qu'on peut trouver sur Internet. Ça fait beaucoup de pages à lire ou à imprimer, mais enfin, c'est très intéressant. Mais la deuxième chose, c'est que vous avez mis l'accent sur la mauvaise utilisation des réseaux francophones dont la France dispose. J'en veux pour preuve, j'ai eu la chance professionnellement de pouvoir faire coïncider mon amour de la langue française avec ma profession, donc largement. Et votre profession, c'est? J'étais magistrat à la Cour des comptes, donc on a créé une association des cours des comptes francophones. Et j'étais en même temps professeur à l'ENA, maître de conférence à l'ENA au cycle international. Et la nouvelle directrice de l'ENA, qui est arrivée au mois de septembre, a repris un peu disons, ce qui s'était passé en matière d'animation du réseau des anciens élèves non français de l'ENA. À part les Américains et les Chinois, on ne s'intéressait pas tellement aux francophones. Enfin, c'était pas, et il y en a quand même 1800. J'ai eu plusieurs élèves qui sont premiers ministres, qui sont ambassadeurs, qui ont des postes de responsabilité. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas les relancer. Elle a compris maintenant qu'il fallait le faire, donc on va réanimer, j'allais dire, ce réseau. Ça correspond tout à fait. Vous voyez, ce que vous dites est passionnant, oui. Dans la mesure, c'est tout à fait passionnant dans la mesure où vous avez 1800 personnes, des gens de talent, oui. Des gens qui ont fait quand même l'ENA ou passé par l'ENA. Qui se réfèrent toujours à l'exemple français. C'est tout à fait remarquable. Et depuis 40 ans, nous nous privons, si vous voulez, de tous ces réseaux, du prince du Danemark au petit employé qui a développé avec une technique française et qui a embauché 20 personnes. Nous nous privons de tas de réseaux fantastiques. Et je ne comprends pas. Mais c'est parce que je crois que je reviens à ce que je disais au début de mon exposé. Après la guerre qui a été un peu difficile, il y a eu cette espèce d'ambivalence de je te regarde, de chien de faïence, je veux dire par là, entre ce monde américain, ce monde soviétique, où finalement il se faisait peur par personne interposée, par peuple interposé, et au fond, on n'avait pas la curiosité finalement d'aller voir dans notre propre précaré, parce qu'on était très occupé ailleurs à rebâtir les 30 Glorieuses, et donc on ne s'est pas intéressé. Je pense que vraiment c'est ça. On ne s'est pas suffisamment, sauf des gens comme vous et des centaines de militants, on ne s'est pas assez intéressé à cette langue française si créative et cette francophonie si créative. Et maintenant, on a un peu de retard, mais il n'est jamais trop tard pour avancer. Et, vous voyez, 1800 personnes passées par l'ENA, c'est un vivier. C'est un vivier. Alors, la question que je voulais vous poser, effectivement, les déclinologues français sont nombreux, dans les plus hautes sphères de l'État d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique fait des gens. Moi, je me suis posé la question de savoir quel était, dans l'enseignement de la langue française aux petits Français, ici chez nous, à Issy-les-Moulineaux, à Charleville-Mézières ou ailleurs, quelle place dans la littérature française laisse-t-on aux écrivains francophones non français? Alors, parce qu'il y en a qui sont absolument remarquables. Gescus, Senghor, quelques poètes Aimé Césaire, etc., qui sont des classiques, tout à fait. Comme le sont Molière ou Voltaire. Mais il y a une jeune génération d'Africains, de Vietnamiens, Madame Mossi par exemple, qui a écrit fait des livres admirables, du Suisse ou autre. Il y a une richesse de la littérature francophone non française. Je pense qu'il faut la montrer aussi dans l'enseignement de la langue française qui mériterait de bénéficier d'une heure de plus par semaine. Je pense que là, vous touchez, ça rejoint mon affaire des chaires francophones. C'est certain que si on ne s'ouvre pas davantage, si on n'a pas un bon programme appliqué, le gros problème, en fait, c'est, vous connaissez notre cher pays, sauf ici les Moulineaux, bien sûr, et quelques autres zones, c'est le côté un peu immobiliste. On a un petit peu tendance dans certains secteurs, vous ne l'êtes pas, vous êtes déplacé ce soir, mais il y a un côté un peu immobiliste. Et, si vous voulez, c'est que pourquoi ça ne s'est pas suffisamment fait, cet enseignement qui aurait dû se faire depuis 30-40 ans, voire même, oui, enfin une trentaine d'années au moins, c'est tout simplement parce que les professeurs de français en France n'étaient pas formés à ça. Et c'est la réponse très nette. Pour vous donner un exemple, moi je me souviens que lorsque j'ai quitté mon cher pays, cette France que j'aime tant,
j'étais le seul de ma classe à être parti, donc 1 sur 30, si vous voulez. Donc le seul à être parti à l'étranger. Je suis quand même pas, tout en n'étant pas très jeune, je ne suis pas non plus bon. Et si vous voulez, il y a cet aspect. Et ma thèse en Sorbonne portait sur, alors là, c'était très novateur à l'époque, portait sur la conscience poétique québécoise des origines à nos jours. Alors là, c'était tous mes confrères c'était en 1972. Tous mes confrères étaient complètement stupéfaits par ce genre de thèse. Et à l'époque, mes confrères québécois faisaient leur thèse sur Camus, Sartre et compagnie en venant en France. Alors c'était assez cocasse. J'appartiens vraiment à ce tout petit groupe de Français qui a découvert véritablement le Québec, et j'en ai tiré un livre qui a eu un succès d'ailleurs, alors vraiment étonnant. Ça s'appelait Poésie et société au Québec. Poésie et société au Québec de 1937 à 1970. Et je montrais tout ce renouveau poétique qui a véritablement permis. Vous savez, on ne fait pas suffisamment attention dans nos sociétés à la poésie. Ça rejoint ce que je disais pour le jeune qui partirait dans le monde. La poésie, dans ce qu'elle a vraiment de plus profond, de plus novateur, de plus renouveau du langage, de plus exaltant, de plus de recherche de l'imaginaire. Et Gilbert Durand, les grands travaux des structures anthropologiques de l'imaginaire, etc. Et on ne fait pas... Il y a, dans nos sociétés trop technologiques, on n'est pas assez créateur. Et au fond, on dépense des sommes astronomiques, mais affolantes, pardon, pour des gadgets, des trucs. Bah, vous savez, l'aspirateur qui dure 4 ans, et même sans parler de l'aspirateur. Toutes ces gadgets qui ne sont pas forcément mauvais, mais moi, je m'amuse de temps à autre à aller dans des conférences et je m'aperçois, ce n'est pas un reproche, il y a de très bons conférenciers dans différents domaines, mais il y a certains conférenciers qui adorent passer des tas d'images sans arrêt parce que leur élocution, ça ne va pas très loin. Alors, c'est facile, dès que... Toc, une image, on vous dit 2, 3, bon, toc, toc, une autre image. Bon, non mais c'est bien, mais il faut aussi savoir garder l'art de la rhétorique et, si vous voulez, cette langue qui est exaltante, cette langue française de Voltaire, en passant par Beaumarchais, en continuant par 1000 et autres auteurs de Lucchini. Regardez ce Lucchini. On est à l'époque moderne, à l'époque du McDonald's, de tout ce que vous voulez. Ben, lui, il y a plus de 340 000 spectateurs qui vont voir ce type qui est capable de vous débiter tout Molière, comme ça, de mémoire. Mais c'est phénoménal. Et il a proposé à la directrice actuelle de la Comédie Française, poussée par quelques sociétaires de la Comédie Française, pendant 1 an, à raison de 2 000 à 3 000 euros mensuels, de faire du théâtre chez elle. Elle n'a pas bougé. Alors, ça, c'est de l'immobilisme. Je veux dire, comment peut-on se refuser à 2 000 à 3 000 euros par mois un type, alors que vous voyez ce que gagnent d'autres gens dans d'autres domaines, un type comme Lucchini. Bon, on peut ne pas aimer Lucchini, mais c'est le choix de chacun. Hein. On a le droit de ne pas aimer Lucchini. Ben, moi, je l'aime bien. Donc, vous voyez, mais créativité, aller de l'avant, se tourner vers les autres, et c'est vraiment c'est la panacée, c'est le remède, et la joie. C'est vrai que vous prenez un peu moins de pilules pour vos ennuis de santé, vous riez un petit peu plus, ça aide, hein, ça aide. Donc c'est pas, je veux dire, ça aide, voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question, une dernière? Allez-y, monsieur. Oui, monsieur. Oui. J'apprécie la clarté de votre exposé. J'ai une question un petit peu polémique. Pouvez-vous me donner votre analyse sur le désir du français en France? Ah ben, je crois que ce désir, vous touchez là. De la langue française. Hein? De la langue française. Oui. Vous touchez là un point important. Et le désir, c'est-à-dire que le désir du français en France, c'est complexe. En ce sens que je pense que, par exemple, les personnes qui sont avec nous ce soir, visiblement, elles sont intéressées par le sujet parce qu'elles ne seraient pas là, vous le premier. Ça rejoint le fait qu'une partie de notre population assez proche des élites
n'est pas, d'ailleurs c'est ce que dit M. Abdou Diouf, hein, le président, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, une partie de nos élites et de gens qui commandent dans les universités, dans certaines universités, par exemple je pense à Paris-Dauphine, pour ne en citer une, ce sont des gens tellement tournés vers ce qu'ils pensent être l'efficacité américaine que le français n'a pas vraiment dans leur esprit. Ils l'utilisent parce qu'il faut l'utiliser, parce ils vivent en France, etc. Mais ils crachent finalement un petit peu finalement dans la soupe. Et le gros problème pour ces gens-là est en train actuellement d'arriver, c'est que le gros problème, c'est comme ils se sont un peu détachés finalement de cette langue française, eh bien, ils ne la connaissent plus très bien. Et ce sont certains professeurs dans des cours spécialisés, etc., qui utilisent autant l'anglais que le français, même s'ils sont français de souche, etc., mais ils se sont détachés. Et au fond, au bout d'un moment, ils ne connaissent plus les richesses de leur langue. Si bien qu'ils se retrouvent dans des étudiants, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, si vous me permettez l'expression, et ils sont là, bon, bah, oui, on les apprécie, mais il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, c'est vraiment du français à la petite semaine. Et, je vais vous dire, quand l'autre soir, alors là j'ai trouvé ça m'a fait un peu frayeur, j'ai eu cette femme, justement, qui venait de cette école, l'école Dauphine, et quand on parlait du français, mais elle avait l'air totalement... ça lui, je veux dire, bon, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour elle, alors qu'elle vit en France, elle reçoit son chèque de la France, etc. Alors, il y a là, mesdames et messieurs, un véritable problème où une partie de nos élites trahissent d'une certaine façon, je crois qu'il faut dire ça, j'espère que ils ne vont pas trop, qu'ils m'entendent au contraire, trahissent un idéal, c'est-à-dire la francité, c'est-à-dire ce noyau dur que tu as. Et pourquoi la France résiste encore? C'est parce qu'au sein de la France, il y a encore des gens comme vous, qui aiment leur langue, qui aiment leur pays et qui continuent à s'entretenir le mieux possible. Tant qu'il y a un noyau dur, il existe encore en France, c'est notre chance. Le cinéma français se porte bien dans l'ensemble, si vous voulez. Mais quand je vois cet anglais qui nous est imposé dans des pubs sur TF1 ou ailleurs, moi j'aime bien l'anglais, mais encore faut-il qu'il soit agréable à écouter. Et to be born a gentleman is an accident, but to die one is an achievement. Ça, c'est quand même Georges Bernard Shaw, je veux dire. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que toutes les langues sont intéressantes. Encore faut-il qu'elles soient bien parlées, bien appréciées, et plus on connaît de langues, plus c'est intéressant, mais pas au mépris de la sienne. Et moi, je pense que je vous rejoins tout à fait, et le problème en France actuellement, c'est qu'il y a une partie de nos élites qui ne sont plus nos élites. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'elles ne sont plus nos élites parce qu'elles n'en ont pas les capacités, ni le cerveau, ni la richesse culturelle. Et d'ailleurs, il y a un affaiblissement terrible, même chez notre personnel politique. Monsieur Santini, c'est pour ça que je l'ai un peu flatté, mais avec joie, est un homme qui connaît ses classiques. Et regardez la richesse de cet homme, regardez ce qu'il a fait d'Issy-les-Moulineaux, je ne suis pas habitant d'Issy-les-Moulineaux, regardez ce qu'un homme cultivé dans la politique, dans l'économie, dans le culturel, plus vous avez celui... Alors, je pensais, et je m'arrêterai là, si vous voulez, à cet ami que je suis allé voir jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il était très malade. Et un mois avant qu'il ne disparaisse, je savais pas qu'il allait disparaître, je savais qu'il allait très mal, je vais le saluer, et je vois à la main un livre de Racine, Bérénice, puis il avait sur le Phèdre. Il était... Mais la tête, ça fonctionnait. Mais je lui dis, Jean, vous le relisez? Ah ben oui, Axel, vous savez, j'en ai plus pour très longtemps à vivre, mais lire la langue de Racine, c'est fabuleux, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'immortel là-dedans. Bon, ben, si vous voulez, quand on est sensible à ce genre de choses, à ce genre de témoignage, un homme qui, un mois avant de mourir, un homme de 85 ans,
qui relisait pour ne pas... Il me dit, je veux perdre la mémoire, mais jusqu'au dernier moment, je ferai le plus grand effort. Ça, c'est l'amour de la langue. Bon, mais c'est un peu jusqu'à boutisme, mais c'est merveilleux. Et au fond, si une partie de nos élites, je leur dis, mais madame, le français existe, s'ils sont indifférents, ces gens-là, je ne suis pas... Pour moi, franchement, je n'ai pas d'estime. Hein. Je n'ai pas d'estime. Donc, si vous voulez, pour moi, être français, c'est être fier de notre langue et fier de notre civilisation, d'accueillir les autres et d'apprécier ce que les tirailleurs sénégalais et autres, et les tirailleurs des autres pays ont fait pour nous. Car ils nous ont beaucoup apporté. Et je vais vous faire un dernier petit aveu. Là, on est presque chez, je ne sais plus, Mireille Dumas, là, véritablement. Eh bien, lorsque ma pauvre maman s'en est allée, j'ai relu, premier livre que j'ai pris, Dieu sait si j'aime les livres et les auteurs, Léopold Sélas Senghor, Hostie noire et Chant d'ombre, j'ai lu ça et ça m'a apaisé. Donc, merci monsieur, merci Senghor, merci l'Afrique et merci la France. Non mais... on va passer le micro à monsieur. Je vais apporter quand même un point positif à tout ce que nous avons dit concernant nos élites. Il faut savoir quand même qu'on réussit à exporter certaines de nos grandes écoles d'ingénieurs en Chine, par exemple. Il s'agit par exemple de l'école sur le nucléaire, dont j'ai oublié le nom, ça va être assez imprécis, de Supaéro. Il s'agit également d'une école de Grenoble qui sont exportées en Chine, en différents endroits de la Chine, parce qu'elles ne sont pas toutes les trois concentrées au même endroit. Et alors, chose très simple et que je trouve très satisfaisante dans le cadre de la francophonie, nous apprenons d'abord pendant 1 an à ces Chinois étudiants qui arrivent à parler français. Et ensuite, ils suivent leurs 5 années en français, c'est-à-dire qu'on a intégré 2 années de classe prépa là-bas à l'intérieur de l'école, et ils suivent ensuite les 3 années qui correspondent à ces grandes écoles telles qu'elles existent en France. Donc on a au moins ce point de satisfaction, on arrive quand même à exporter la langue française auprès des étudiants chinois actuellement. Alors c'est un modèle qu'on a expérimenté. Il faut savoir également que Normal Sup a une antenne à Pékin. Hein. Donc on arrive quand même à exporter la langue française, même en Chine, d'une façon que je trouve tout à fait satisfaisante. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est voilà. ce que je disais tout à l'heure. Ça, hein. c'est un point positif. Il n'y a pas que des élites qui parlent anglais, heureusement. Monsieur, je vous en prie, excusez-nous. Je vous en prie. Je vous remercie infiniment. Je crois que vous avez oublié des personnages très importants dans la propagation de la langue française. Ce sont les religieux. Vous avez parlé de l'édit de Nantes et de l'importance que l'édit de Nantes avait représenté par le fait que les gens avaient immigré. Je penserai à Chamisso, par exemple, mais à d'autres beaucoup. Mais les religieux, en 1905, ont envahi, je dirais, forcés de partir, ont envahi l'Amérique latine et ont apporté énormément pour la langue française en Amérique latine. Mais bien entendu, il y a les ordres religieux ou tout simplement les missionnaires. J'ai travaillé pendant 2 années, j'ai eu la chance d'être professeur au Mali. Première chose que j'ai faite, je suis allé, quand je suis arrivé, on m'a dit « On s'en va à Tombouctou, est-ce que tu veux venir ?» Très bien, Tombouctou, je suis allé à Tombouctou, à Gao d'ailleurs aussi, donc je connais un petit peu ces régions et j'y suis très sensible. Première chose, j'ai été accueilli par des enfants dans la rue qui m'ont chanté « Le petit oiseau a pris sa volette ». J'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai été professeur, y compris d'ailleurs dans une école, je n'étais pas parti pour ça, mais dans une école religieuse tenue par des religieuses blanches. Et là, le président Modibo Keïta, à l'époque, est venu visiter cette école. Et a dit aux religieuses, vous êtes la dernière école que je visite, le dernier lycée que je visite. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus mauvais, c'est parce que vous êtes le meilleur. Bien. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des Indiens ou avec des Turcs qui parlaient un français remarquable. Et je leur ai dit, mais où donc avez-vous appris le français? Eh bien, m'a dit l'Indien, chez les frères des écoles chrétiennes. Quant aux Turcs, et là j'ai eu aussi l'occasion d'aller en Turquie pour mon travail, je leur ai dit, mais le français,
ça a l'air d'être votre langue maternelle. La réponse a été, messieurs, monsieur, je l'ai appris au collège Saint-Joseph de Kadikoy, à Istanbul, qui est tenu par les frères des écoles chrétiennes. Et là, vous n'avez pas du tout parlé de ces religieux, que ce soit des ordres religieux ou que ce soit les religieux qui ont émigré et qui ont porté la langue française. Alors, monsieur, je vous remercie pour votre magnifique intervention qui me fait énormément de plaisir. Et je vais vous dire pourquoi je n'en ai pas parlé. D'abord parce que je ne peux pas parler de tout, mais ce n'est pas une excuse. Je soulignerai quelque chose, une fois de plus, d'ahurissant dans cette très grande francophonie qui existe. Combien y a-t-il de livres qui témoignent de cette aventure des religieux dans le monde de la francophonie? J'aimerais bien les connaître. Il y a peut-être quelques éléments parcellaires, mais il n'y a pas beaucoup. Ça, comment se fait-il? Bien sûr, notre pays est très laïque, mais comment se fait-il que dans notre pays, un organisme de la francophonie n'ait pas pu mettre sur pied un livre sur l'extraordinaire action des religieux dans le monde, de ceux qui sont partis bien sûr en 1905, ou avant, ou au cours du 19e siècle, et après. Et vous avez raison, par exemple, le Liban est un exemple, la Turquie bien sûr. J'ai le souvenir de mon ami Berke, le professeur Berke Vardar, qui était lui aussi formé par les frères, je crois que c'était des écoles chrétiennes, et qui... merveilleux personnage avec qui j'ai pu échanger des choses. Pensez au Québec, seulement que le Québec, le rôle, j'ai une de mes tantes qui a justement a fondé même un monastère au Québec, à Berthierville, et donc je suis resté très lié avec elle. Donc cette histoire des missionnaires, et dans un de mes livres qui s'appelle... je m'excuse de citer, mais on ne les connaît pas forcément tous, des Québécois à Hong Kong, un livre. Un jour, je réalise qu'à Hong Kong, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de Français, justement, de Québécois francophones. Et je dis au ministre de l'époque, cher ami, vous savez, moi je serais très tenté d'aller faire, comme vous me connaissez, vous savez que je vais de l'avant, j'aimerais faire une enquête sur les... vous allez voir pourquoi je vous dis ça, sur ces Québécois. Il y avait 9 hommes, 4 femmes, etc. Donc c'était quand même assez nouveau. Eh bien, dans les témoignages, c'était surtout des gens d'affaires, mais tous liés à la langue française, bien sûr. Et dans ces témoignages, le premier, si vous voulez, je pourrais vous montrer le livre, bien sûr, le premier tableau de ces personnages, qui était celui qui dirigeait tout le réseau, qui aidait tout le monde, c'était un prêtre dominicain. Et là, le nom, je m'excuse, m'échappe. Le livre est paru en 1998. Et c'était un prêtre. Le rôle, en Asie notamment, le rôle en Asie, au Liban, au monde arabe, aux États-Unis, le rôle des religieux catholiques, énorme. Moi, si vous voulez, si j'avais le temps, un peu d'aide matérielle, c'est quelque chose, j'adorerais faire une sorte d'immense synthèse de ce que les religieux ont apporté en Afrique, fabuleux. Donc ça, je vous remercie, c'est vrai. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de livre synthétique en 2013 qui existe? À qui la faute? C'est pas Voltaire. Il y a encore quelqu'un. Bravo. Allez, on prend la dernière question de madame. Oui, En tous les cas, c'est vrai. c'était très bien. Allez. Mais c'est une belle... Ça, c'est une Très belle question, Très bien belle sûr. question. Et qui me touche personnellement beaucoup. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de livre fait là-dessus qui donne l'information. Et à Shanghai, Mao Tse-tung a renvoyé toute la communauté française. Les dernières qui sont parties, c'est un groupe de religieuses, et elles n'ont jamais su pourquoi, groupe de religieuses françaises et belges, elles n'ont jamais compris pourquoi, le nom m'échappe, je le retrouverai, elles n'ont jamais compris pourquoi Mao Tse-tung a permis à ses sœurs de rester plusieurs années après la Révolution. C'est un mystère à la chinoise, c'était des sœurs catholiques, etc., parce que je crois qu'elles avaient fait tellement de bien partout, etc., que les Chinois sont quand même des êtres, certains, fins et sensibles. Peut-être c'était le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Zhou Enlai, etc. Elles ont été protégées
plus ou moins protégées pendant 2 ou 3 ans, puis après elles ont dû filer, etc. C'est les dernières à partir. Ce sont les premiers souvent arrivés, les derniers à partir. Donc votre question me touche. Vous voyez, c'est pas de, j'ai pas réponse à tout. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Mais là, c'est une question qui est forte. Le Liban, la Syrie. Bravo. Allez. Alors, dernière question. Dernière des dernières, Ah oui, dernière cette fois, des parce dernières. que là, allez. Mais c'est intéressant. Après, oui, c'est Après tout, ça intéressant. peut Vous avez commencer. très Ça peut raison. commencer. Vous avez complètement raison. Bonsoir, je suis journaliste chinoise. Je pense que j'ai entendu parler, j'ai entendu une très bonne conférence aujourd'hui, mais je me permets de dire qu'il me semble que vous avez sous-estimé un petit peu l'influence de la France et de la langue française sur la Chine. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette l'impression. Regardez mon mari, c'est mon mari. Il a commencé à apprendre français à l'âge de 10 ans. Moi, j'étais dans la même école, mais j'étais dans une classe d'anglais. Mais en ce moment-là, c'était avant la révolution culturelle. Mais quand même, il y avait le professeur français. Et l'ambassadeur actuel de la Chine en France, Monsieur Kong, était dans la même classe. Et on était dans la classe pour une année avant de la révolution culturelle. Mais moi-même, comme une anglophone, oui, ça veut dire la première langue première langue étrangère, c'est anglais. Mais moi, je n'ai jamais arrêté à lire les grandes littératures françaises en chinois. Victor Hugo et Balzac. Mais sans mentionner maintenant, les Chinois sont fous sur la France. Les élites, les intellectuels, les commerçants, les nouveaux riches, les parvenus. Ils viennent tous en France, ils parlent de Pinot Noir, le Bordeaux, oui. Et puis, comédie française, c'est venu en Chine. Écoutez, Non, j'espère que peut-être la prochaine fois vous parlez de écoutez, plus chère madame, sur la Chine. mon seul Merci. regret, mais je vous remercie, c'est moi qui vous remercie beaucoup, mon seul regret, c'est que vous n'ayez pas assisté à ma conférence sur le français en Chine du XIIe siècle à aujourd'hui. Et c'est une conférence que je pourrais bien sûr donner, où là je donne, parce que je n'avais pas tellement de temps à consacrer, hélas, à la Chine, très grand pays. Vous avez raison. Il est certain que le rôle de la France à Shanghai a été, entre autres, a été considérable. Bien entendu, après quand même la révolution de notre cher Mao Tse, enfin du président Mao Tse-tung, a quand même été difficile. C'était pas très facile pour les langues étrangères. Le russe a pris une part très prédominante. Par contre, et là vous avez tout à fait raison, vous êtes de cette période, pourtant vous faites jeune, mais vous êtes de cette période un peu avant, et vous avez raison cependant que s'il n'y a pas tant que cela de Chinois qui parlent le français, il y en a de plus en plus, et ils le parlent très très bien, et je vais peut-être même vous surprendre, l'ambassadeur, enfin pas l'ambassadeur, mais un des responsables à l'UNESCO de la Chine est un certain monsieur Zhubo, et que je connais, Zhubo, qui parle un français de très belle qualité, qui est un francophile émérite. Donc, si vous voulez, vous avez tout à fait raison, mais c'est le temps qui m'a manqué pour aller dans le détail des écoles de commerce, des grandes écoles en Chine, etc. Je pense, et vous avez tout à fait raison,
je me suis retrouvé, j'étais à côté de l'ancien ambassadeur avant celui-ci, avec M. Zoubeau, invité au théâtre des Champs-Élysées à Paris. Et là, à un moment donné, à l'entracte, il y a l'ambassadeur, M. Zoubeau était à l'époque le premier conseiller de l'ambassade, et avant de regagner la Chine et de s'occuper de l'exposition internationale de façon magnifique, avec quelques autres personnes, et l'ambassadeur, je lui dis, nous sommes très heureux que vous soyez en France, etc., et que vous parliez un français aussi magnifique. Il dit, monsieur, la France est un très grand pays. Et venu de l'ambassadeur de Chine, je veux dire, ça fait quand même très, très plaisir d'entendre ça. Mais oui, mais madame, vous avez tout compris. Versailles et le palais, le palais impérial de Pékin, la cité interdite, je veux dire, c'est les deux grands monuments du monde. Je veux dire, au XVIIe siècle, et c'est pour ça que la France résiste, au XVIIe siècle, il y avait deux grands pays dans ce monde, sur la planète. Il y avait la Chine et la France. Donc, aujourd'hui, la Chine a eu les problèmes que l'on a connus, bien entendu, très difficiles. Et la Chine est en train a repris du terrain de façon extraordinaire, retrouve son XVIIe siècle, voire même avant. La France, évidemment, n'a pas la démographie chinoise. Le problème, c'est qu'elle a une petite démographie. Mais la France reste un pays essentiel, inévitable, comme dirait M. Barroso, de façon un peu sotte, si j'ose dire, l'homme de Bruxelles, le pays. Donc c'est un pays que l'on ne peut pas éviter. Ça reste un grand pays dans la mesure où il se soucie des autres, dans la mesure où il écoute les autres. Mais il faut relire Montesquieu, il faut relire Voltaire, et la Chine est pour nous un très grand pays. D'ailleurs, un auteur français, je ne sais plus lequel, disait que nous étions les Chinois d'Europe. Voilà, madame. Très bien de conclure sur cette note. En tous les cas, merci, Monsieur Mauger, c'était passionnant. Nous nous retrouverons le mois prochain, c'est-à-dire le 24 avril, et nous, avec Asafumi Yamashita, maraîcher 3 étoiles, qui est un japonais mais qui est installé à côté de Versailles et qui a le privilège de fournir en légumes nombre de chefs étoilés, pas trop parce que justement il les sélectionne, donc il n'en a jamais que 4 ou 5 à peu près dans son escarcelle. Mais nous lui adjoindrons, tout à l'heure vous avez parlé de gastronomie, Éric Briffard, chef du restaurant Le 5 au Georges V, parce que comme ça sera assez équilibré. En tous les cas, nous vous retrouverons avec plaisir et je vous invite à nous rejoindre au Salon Élysée. On peut, je ne sais pas, on va peut-être imaginer quelque chose. Il y aura au moins des livres, mais on va réfléchir. Et n'oubliez pas de lire mon dernier livre, Privilèges et rayonnement du français du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Oui. Ça vaut la peine. Je pense que vous le dédicacez d'ailleurs. Ah bon, bah écoutez, très bien. Je pense qu'on va vous le faire dédicacer. Alors. Il me semble qu'on a quelques ouvrages à vous proposer. Merci, monsieur.